Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Bruno Heuby, ancien champion du monde du 100 km et surtout connu pour la fameuse méthode champenoise. On est revenu sur son parcours, notamment ses débuts en athlétisme, ainsi que sa découverte des longues distances. Comment a-t-il fait pour performer et surtout, comment fait-il pour faire performer depuis maintenant plus de 35 ans? J'espère que vous êtes prêts à en savoir plus sur la fameuse méthode champenoise. Bonne dégustation. Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va bien, ça va, c'est la forme. J'ai fait un 10 km hier, ça faisait des mois que je n'avais pas couru, c'était une reprise plutôt sympa, donc la forme est là, je suis content. Comment ça se fait que ça faisait des mois que tu n'avais pas couru? Je traînais une petite blessure à l'ischio, je me suis un petit peu obstiné, j'ai continué à pratiquer avec cette blessure, ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Premier conseil pour ceux qui nous écoutent. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal à m'en débarrasser, donc j'ai pris le temps de me soigner correctement, de ne plus faire de compétition pour ne pas ajouter, ajouter des contraintes à nos tendons, de façon à bien prendre le temps de me soigner, à repartir dans les meilleures conditions possibles. Et comment tu t'étais blessé? Je sais pas trop en fait. Je pense que je me suis pas mal entraîné en triathlon, donc course à pied, natation, vélo. Voilà, ça fait pas mal d'enchaînements. Et puis je suis comme tout le monde, hein, je néglige parfois tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, hein, les périphériques, les étirements, l'hydratation. Il y a sans doute des choses que j'ai mal faites. De toute façon, je suis le premier à dire aux gens qu'on ne se blesse jamais par hasard. Donc ce que je dis pour les autres est valable pour moi. Et donc si je me suis blessé, s'il y a eu cette tension au niveau de l'ischio, c'est que j'ai du mal à faire les choses quelque part. Après, mon kiné qui est jeune et qui est très sympa, n'oublie pas de me dire que j'ai 63 ans, ou bientôt 64, et que la sarcopénie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une espèce d'usure musculaire avec le temps, rien à voir avec Sarkozy. La sarcopénie me touche, et donc voilà, il faut que je fasse plus attention à tous les petits détails pour que mon corps, qui commence à vieillir, enfin qui vieillit, hein, comme tout le monde, puisse supporter tout ce que je lui fais supporter. Si j'ai bien compris, en faisant des recherches sur ton site qui est super bien fait, ça fait plus de 50 ans que tu cours. Donc, est-ce C'est que ça. justement tu remarques cette évolution ou désévolution, ce vieillissement dans ta pratique de l'entraînement en dehors de cette blessure? Est-ce qu'au fil des années, tu as senti, on va dire, des changements? Et si oui, lesquels? Oui, oui. Oui, je sens les affres du temps, je les sens vraiment bien. Oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé à courir en compétition, hein. Je dis toujours en compétition parce que je pense que j'ai toujours couru. Je l'expliquais dans un livre où on me posait la question comment j'avais commencé. Je disais que quand j'étais petit, j'ai les souvenirs du petit Bruno qui allait à l'école primaire en faisant la course avec les vélos. Alors, avec le recul, je me dis, bah, c'était peut-être des grands-mères qui étaient sur le vélo, j'en sais rien, mais en tout cas, je me souviens de ça. Je me souviens qu'étant gamin, j'avais mon sac sur le dos et je faisais la course avec les vélos. Donc, j'ai toujours eu besoin de me dépenser et de courir. Mais la compétition, ça a commencé en 1972. Donc voilà, ça fait plus de 50 ans. Alors, j'ai eu le privilège d'atteindre un très, très haut niveau de performance, bien au-delà même de tout ce que j'aurais pu imaginer. Donc, forcément, plus on monte haut et plus on redescend, plus la redescente est importante. Donc, oui, tous les ans, je sens la difficulté. Là, j'ai couru un 10 km hier en 42-40. Alors, j'ai pas d'entraînement parce que je fais que des footings depuis ma reprise. Mais oui, il y a encore pas très longtemps, je faisais 40 minutes et il y a encore peut-être 2 ans, c'était moins de 40. Donc oui, ça dégringole, ça dégringole beaucoup, hein, d'année en année. Et est-ce que tu arrives malgré tout à rester motivé, malgré le fait que tu régresses? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu te dis chaque année, c'est un peu remis à zéro et j'essaye de faire le mieux possible, le record de l'année, entre guillemets?
Oui, c'est un peu ça. Alors, ça peut être une forme d'approche qu'on peut avoir si on voit l'aspect compétitif. C'est-à-dire, si on voit le sport comme une compétition ou comme une performance, on peut le voir comme ça en disant, voilà, je vais essayer de réduire un peu chaque année cette inéluctable baisse, et puis je vais essayer de me fixer un record de l'année. Moi, j'aurais plutôt tendance à agir sur le facteur plaisir. Moi, ça a toujours été, enfin, c'est un mot qui est pas galvaudé, mais que j'utilise vraiment tout le temps, en permanence, pour les gens. Même ceux que j'entraîne, je leur demande s'ils ont pris du plaisir, et je suis content quand ils prennent du plaisir parce que c'est important. Je pense que je ne courrais pas depuis 50 ans si je ne prenais pas du plaisir à courir. Donc, et cette course, je l'ai abordée comme ça hier. Je me suis dit, voilà, il faut pas que je parte trop vite parce que j'ai plus de repères. Donc, je m'attendais à tout mais d'un point de vue performance parce que ça peut être, je pensais que je pouvais même peut-être faire 44, 45, je ne savais pas. Mais avant tout, je m'étais dit, il va falloir que tu prennes du plaisir. Donc moi, tant que je prends du plaisir, ça me va. J'ai parfois l'impression de courir comme je vais faire un footing à 10, 11 km heure. J'ai l'impression que je suis à 15 ou 16 comme je l'étais avant. Et à la limite que je sois à 11, ça n'a pas d'importance. Je préfère être à 11 et avoir la même sensation de plaisir que quand j'étais à 16 que de courir à 14 en n'ayant aucun plaisir ou à 15. Enfin voilà, moi, mon moteur chaque jour, c'est vraiment de m'épanouir en faisant du sport. Donc le plaisir, c'est vraiment la base et c'est ce qui est important pour moi. Est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cette philosophie au fil de ta carrière? Le plaisir et la performance venaient comme la cerise sur le gâteau un peu? Non. Alors, euh, quand je dis non, oui, j'ai toujours fait les choses avec plaisir. J'ai toujours eu du plaisir à m'entraîner. Même quand je m'entraînais 14 fois par semaine, j'avais du plaisir à y aller. Mais c'est drôle ce terme parce que moi, souvent, on m'a fait cette remarque. On me disait, oui, mais moi, c'est pas comme vous. Moi, je cours par plaisir. Et je disais, oh, non, mais, mais vous croyez que je cours pourquoi, moi? Et donc, j'en suis venu à me dire ou à dire aux gens, on court tous par plaisir, sauf qu'on n'a pas tous la même définition du plaisir. C'est ça. Mais on doit et on devrait tous courir par plaisir. Donc, à un moment, donc ça peut être le plaisir de perdre du poids, ça peut être le plaisir de performer, ça peut être le plaisir de retrouver ses potes. Il y a plein de formes que le plaisir peut prendre. Moi, à un moment dans ma pratique, mon plaisir, c'était d'être performant, c'était de réussir des classements, d'être dans les meilleurs dans ma discipline. J'ai eu le privilège d'être parmi les meilleurs au monde, même si j'étais pas le meilleur, mais d'avoir des classements top 8, top 10. Donc voilà, mais quand je faisais 8, je voulais faire 5, et je suppose que si un jour j'avais fait 5, j'aurais voulu faire 3, et etc., etc. J'ai côtoyé des très grands champions, j'ai entraîné des très grands champions, je sais comment ils fonctionnent. Et donc, ça a toujours été un plaisir, mais un plaisir qui prenait des formes, on va dire, différentes au fur et à mesure de la carrière. Alors, au début, oui, le plaisir de progresser. Maintenant, c'est pas le plaisir de régresser, mais ça va être le plaisir je vais avoir 64 ans. Le plaisir d'être en forme, le plaisir de me lever le matin et de n'avoir aucune courbature, aucune douleur, et de me lever et de ne pas ressembler à un petit vieux, mais de me dire, voilà, je suis en forme, je mal nulle part, je suis en bonne santé. Ça, c'est aussi une façon de s'épanouir et d'être heureux dans sa pratique. Et c'est comme ça que je la conçois maintenant. Mais elle a pris d'autres formes. Mais je n'ai jamais exagéré au niveau des entraînements. Voilà, on peut parler du dopage, ça ne me pose pas de souci. J'ai toujours été attentif à ma santé. Et, euh, et je crois que maintenant, quand je vois où sont ceux qui courent avec moi, je crois que je suis récompensé d'avoir toujours pris du plaisir et d'avoir toujours respecté mon corps. Avant qu'on parle un peu plus d'entraînement et de la fameuse méthode champenoise, j'aimerais dérouler un petit peu justement ton parcours. Donc toi, tu as commencé, de ce que j'ai pu lire, officiellement à 12 ans par la piste et le cross. Et est-ce que tu étais particulièrement doué dès le départ? Est-ce que tu avais est-ce que tu étais devant tes copains, devant tes partenaires d'entraînement? Est-ce que tu gagnais les crosses? Oui, Ah, oui, dès le oui, début alors, ouais. oui, dès le début. Ouais, ouais. J'étais un enfant très turbulent, très instable. Alors à l'époque, on parlait pas de tout ça, hein. C'était dans les années 68. Donc j'étais un petit brelot qui tenait pas en place. Et j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui a compris ça et qui, au lieu de me punir comme les autres pouvaient le faire avant, mon instituteur de CM2, au lieu de me punir, il me donnait des choses à faire pour que je puisse bouger. Alors, il me disait d'aller chercher l'éponge dans l'école des filles, parce qu'on était les filles et les garçons séparés à l'époque. Et donc, je partais 10 minutes, il était tranquille. Moi, j'avais déjà fini l'exercice, et comme ça, il pouvait continuer avec les autres. Il avait compris ça, et j'ai eu cette chance. Et il m'a fait participer à un cross USEP. À l'époque, ça s'appelait USEP, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant. Je l'ai gagné, ce cross.
Et donc, il y avait quelqu'un du club, donc je suis né à Troyes, j'ai grandi à Troyes, et il y avait quelqu'un du club local de TOS, Troyes Omnisport, qui m'a vu, m'a dit, ah, t'aimes courir, ça te plaît, tu veux venir au club? Bon, ouais, ok, d'accord. Et voilà, et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé, j'ai commencé en gagnant mon premier cross scolaire, hein, cross USEP. Le deuxième, ça n'a pas été la même limonade. Et enfin, le premier en club, ça n'a pas été la même limonade. Et donc, à l'époque, on ne pouvait faire, enfin, on ne faisait que ça. La course sur route n'existait pas. Donc, c'était le cross et la piste. Donc, j'ai commencé par là, comme tous les jeunes de mon âge. Quand tu disais piste et cross, donc c'était du demi-fond, tu faisais que ça? Ou tu faisais aussi quand même du fond sur piste, genre du 10 km ou pas? Alors, à cette époque, à cet âge-là, et encore maintenant d'ailleurs, les distances étaient bien réglementées. Donc, en Benjamin, on courait le 1200, c'était la distance de l'époque, hein, on courait le 1200, voilà. Donc, moi, je faisais du 1200. En minime, on faisait 1200 et 2000. En cadet, on faisait 1500 et 3000. Et on n'avait pas le droit de faire plus. Et la course sur route n'existait pas. Et quand on en faisait, c'était pas très bien vu. Moi, j'ai des souvenirs assez drôles de ça quand j'ai commencé à m'y lancer. Donc, les distances étaient vraiment très bien codifiées. On ne pouvait pas sortir de ce cadre-là. Mais moi, je ne l'ai fait tout de suite que du demi-fond. Et heureusement, je serais-je tenté de dire sur un ton un peu provocateur, mais j'aime bien aussi. Heureusement, on nous obligeait pas, quand on voulait faire du demi-fond, à faire du poids, du lancer, du saut en longueur, ce qu'on fait maintenant faire aux jeunes. Et, euh, je sais pas, c'était pas le sujet de ce podcast, mais je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut faire pour rendre l'athlétisme attrayant. Donc j'avais la chance de ne faire que du demi-fond. Moi, j'aimais que ça et je faisais que ça. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai fait de l'athlétisme justement quand j'étais gamin. Et justement, moi je suis arrivé en poussin, donc j'avais 9-10 ans, et on faisait toutes les disciplines, quoi. Et même après, je me souviens dans des interclubs quand j'étais minime, quand il manquait du monde, bah on t'entraînait un petit peu au poids, au sans longueur, tu faisais un peu tout. Et donc, bah t'étais pas... Toi, car moi j'étais demi-fond aussi, et donc, bref, je me souviens bien de ces anecdotes où tu fais tout, quoi. Alors, ça part d'un bon sentiment, ça part d'un bon principe. Le principe, c'est de cultiver la polyvalence chez les jeunes. Je trouve ça très bien. Kevin Mayer, lui, il est polyvalent, il cultive sa polyvalence. C'est très bien. Alors, j'ai été directeur sportif du club de Reims, hein, 1500 adhérents. Moi, je me battais contre les entraîneurs à l'école d'athlètes en leur disant, mais attendez, OK, on fait la polyvalence, c'est très bien. Un gamin, il veut toucher à tout, c'est très bien parce que peut-être qu'il va être doué pour quelque chose qu'il ne connaît pas. OK, ça, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais on n'oblige pas un lanceur de poids à faire le cross. On n'oblige pas un crossman qui fait 1,20 m et 32 kilos à lancer le poids. Il va se le lancer sur le pied, il va se fracturer le pied. Donc, enfin, j'exagère, mais donc voilà. Donc c'est ça. On ne contraint pas l'enfant, et bien sûr, on essaye de lui faire découvrir un maximum de sport. Mais quand on part toute une journée et qu'on passe des heures à faire un sport qu'on n'a pas envie de faire, je suis pas certain, avec les jeunes de maintenant encore moins, que ça donne un aspect attrayant à notre athlétisme. Ça, je suis vraiment convaincu de ça. Est-ce qu'au fil des années, quand tu passes minime, cadet, est-ce que tu te retrouves quand même parmi les meilleurs, vu que tu es rentré en club, tout ça, est-ce que tu vois que tu progresses chaque année et que tu te rapproches des meilleurs ou tu restes loin? Non, une fois de plus, j'ai la chance de pouvoir entrer en sport-études. C'est le début des sport-études dans les années 60, quand je suis cadet, dans les années 70, 73. Les sports-études sont créés, donc des lieux où on peut faire du sport et des études. Alors moi, je suis pris à Font-Romeu, en sport-études à Font-Romeu, mais je me dégonfle parce qu'il faut partir toute l'année et j'ai pas envie de quitter le cocon familial. Et donc, je me retrouve en sport-études à Bar-le-Duc, mais c'est très bien aussi. C'est une sport-études de niveau interrégional, c'est pas national comme Font-Romeu, mais j'ai l'occasion de côtoyer des grands champions, notamment Pascal Thiébaut, qui a fait trois Jeux Olympiques. C'est une sport-étude handball et course à pied, donc j'ai côtoyé les barjots de l'époque, les handballeurs de l'époque. Donc, j'ai toujours été au contact des meilleurs. Donc, la sport-étude m'a permis aussi de franchir un cap et de progresser et de m'améliorer encore. Mais toujours dans un même niveau. J'étais pas dans les 2, 3 meilleurs français. Je faisais parfois 4, parfois 5, parfois 8. Mais voilà, moi, ma génération, c'est Arpin, Protet, Debacker, tous les gens qui sont pris à Nantes, Thiebaud, des gens qui sont allés aux Jeux Olympiques. Moi, je ne suis jamais allé aux Jeux Olympiques. J'ai emprunté une autre voie quand je me suis destiné à devenir enseignant d'éducation physique. Mais j'ai toujours été au contact des meilleurs, au moins jusqu'en junior. Et est-ce que tu te souviens justement de tes temps sur piste quand tu étais minime cadet? Oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que
j'étais dans un collège alors j'ai quitté Troyes pour aller en Seine-et-Marne, et dans un collège en Seine-et-Marne, j'arrive dans ce collège en quatrième, mes parents avaient déménagé, et donc en Champagne, j'étais champion de Champagne, je gagnais tout, je faisais, alors on faisait du 1200 à l'époque, et j'avais fait, je crois, 3,24 ou 1200 en Benjamin 1, un truc comme Oh, ça. c'est énorme. Ah ouais, c'est exceptionnel. Ah ouais. Et donc j'arrive auréolé de mon statut de meilleur champenois. Et là, c'est une crosse du collège Champbenoît d'ailleurs, c'est drôle. Collège Champbenoît, on fait une crosse du collège. Et là, donc moi, donc il me croyait bon, quoi, hein, je gagnais tout en Champagne. Enfin. Et là, je finis troisième du cross. Et je finis troisième de ma classe. C'est-à-dire que dans ma classe, en troisième, il y avait deux mecs qui étaient meilleurs que moi. Donc il y en avait un, il devait faire 3,19 ou 3,20 ou 1200, et un autre, il faisait genre 5,50 au 2000. À 3,20, hein, c'est vérifiable, je pense, hein. On peut vérifier. Et donc là, je me retrouve dans une classe, dans ma classe de troisième, j'étais le meilleur champenois sans forcer et sans difficulté. Et là, je me retrouve le troisième de ma classe. C'était un truc incroyable, quoi, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvés comme ça, trois gamins, trois jeunes. Et l'autre, c'était le meilleur performeur français sur 1200, l'autre de la classe. Et l'autre, c'était le meilleur performeur français sur 2000. Alors, moi, j'étais deuxième performeur français sur 1200 et j'étais troisième de ma classe. C'est drôle, mais c'est un truc incroyable. Je me demande comment mon prof de PS à l'époque, il voyait les choses. Je me rappelle plus trop, mais c'était assez dingue de se retrouver comme ça, avec trois gamins d'un tel niveau dans la même classe, et c'était même pas fait exprès. C'est même pas fait exprès. Donc, et après, j'ai fait 4,04 ou 1500 en cadet, record de Champagne, parce qu'après je suis revenu en Champagne. Donc voilà, c'était mes temps en cadet. Alors avec 4,04, je devais être, ouais, enfin, j'étais finaliste au championnat de France, mais il y en a qui devaient faire 4,1 ou 4,2, enfin qui devaient faire mieux, hein, parce que 4,4, j'étais pas le meilleur français, loin de là. Et donc, à ce moment-là, donc tu es encore jeune. Et est-ce que tu conscientises le fait que tu n'arriveras pas, ou peut-être que c'était pas ton but, à devenir sportif de haut niveau, justement, comme tu avais côtoyé les meilleurs, que tu étais juste finaliste? Et c'est peut-être pour ça aussi que tu empruntes cette voie de l'éducation physique pour devenir prof de PS? Ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'en fait, alors à l'époque, à mon époque, quand on aimait le sport comme moi, passionnément, quand ça remplit une vie, pour continuer dans le métier, il n'y avait pas d'autre solution que d'être prof. Il n'y avait pas tous ces métiers qui existent maintenant autour de la forme, de l'activité physique. Ça n'existait pas. Donc, en fait, tous les sportifs, on se retrouvait tous, après le bac, on se retrouvait tous à la fac, à l'UFR STAPS ou au CREPS. Et donc, on était tous dans cette même filière. Et donc, quand je me suis retrouvé, moi, j'ai choisi le CREPS, j'étais un peu feignant. Je pensais que j'étais un mauvais élève, donc j'avais cette opinion de moi d'être un peu un cancre, un mauvais élève. Et donc, je n'étais pas fait pour le système scolaire. Et donc, alors, évidemment, hein, j'ai été agrégé depuis, donc je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Enfin, que l'école m'avait renvoyé une image de moi qui n'était pas la bonne. Mais et quand on était au CREPS, on faisait, à l'époque, on faisait je sais pas combien d'heures de sport par semaine, mais c'était colossal. On faisait tous les sports, tout le temps. Et moi, mes copains, les meilleurs, ils arrivaient à continuer à s'entraîner. Le soir, ils allaient s'entraîner. Moi, j'étais fatigué, j'avais pas envie. Et je me disais, mais t'as pas le mental d'un champion, mon gars, parce que les autres, ils s'entraînent quand même et tout. Et je me suis dit, avec le recul, je pense que j'avais pas une très bonne image de moi en tant qu'élève, et je n'avais peut-être pas non plus une très bonne image de moi en tant que sportif. Et donc, je me disais, mais eux, ils arrivent à s'entraîner le soir. Moi, le soir, ça me saoule. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de lire un bouquin, de sortir avec mes copains, d'aller voir un film. Donc, se taper 40 heures de sport par semaine et en plus s'entraîner après, c'était pas trop mon truc, quoi. Et donc, j'ai trouvé cette excuse-là, entre guillemets, pour me diriger dans les études à fond et laisser tomber le sport. Et ça a été un choix qui s'est fait de manière un peu naturelle. Comment tu découvres la route? Parce que tu disais que c'était un peu mal vu à tes débuts. À partir de quel moment faire de la route, entre guillemets, devient autorisé? Alors, la route, j'ai découvert grâce à mon frère qui faisait beaucoup de courses sur route. Et les toutes premières courses sur route, j'y ai participé, hein. Alors, j'ai souvenir d'une corrida que j'ai courue en minime ou en cadet. Donc, on est dans les années 75, 76. Donc, c'est vraiment les toutes premières années, hein. Les 100 km de Millau, c'est 72 les premières courses sur route. Donc, on est vraiment dans les balbutiements. Et mon frère, mon grand frère Patrick, qui a 9 ans de plus que moi, m'emmène sur ces courses. Et tout de suite, j'adore ça. Je trouve ça génial. On va accompagner un copain aux 100 km de Migène. Et là, je vois les gars faire 100 km, c'était en 78, 79.
dans des conditions, mais alors, je t'en pose pas, les chaussures, l'éclairage, les lampes frontales n'existaient pas, enfin. Et là, je me suis dit, mais wow, mais c'est quoi ces types-là? Mais c'est incroyable, quoi. Et j'ai tout de suite été attiré par ça. Et dès que j'ai pu, à 18 ans, j'ai fait mon premier marathon avec mon frère. J'ai accompagné mon frère sur un premier marathon. Et donc, bien évidemment, alors c'est un peu méchant de dire ça, mais c'était un peu comme ça quand même. Les ayatollahs du stade, ils m'ont fait comprendre que j'allais me cramer, que j'allais me tuer, que la route, ça allait me casser, que la course sur route, c'était destructeur. Enfin bref, comme tout ce qu'on connaît pas, hein, on le montre du doigt et on le désigne. C'est plus le cas maintenant, mais imagine en 77, 78, un gamin de 18 ans qui fait du 1500 et qui fait un marathon, tout le monde disait, mais ça va pas la tête ou quoi? Enfin, tu vas te tuer, faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais moi, je sais pas pourquoi j'étais irrésistiblement attiré par les longues distances et je ne sais pas pourquoi, hein. Et c'est pour ça aussi que maintenant, quand je conseille les gens, et peut-être que c'est aussi ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, moi, j'ai souvent ce discours-là, de dire, mais au plus profond de vous, de quoi avez-vous envie? Au plus profond de vous, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? On travaille beaucoup sur ça, sur le développement personnel, sur s'écouter, voilà, dans cette société où on a beaucoup d'injonctions. À l'époque, on parlait pas de ça, mais je crois vraiment que j'avais une petite voix au fond de moi ou quelque chose qui me poussait vers la longue distance. Et j'ai découvert quand je m'y suis mis ou remis que c'était mon truc, que c'est pour ça que j'étais fait. Mais même déjà gamin, je pense que inconsciemment, il y avait quelque chose qui me poussait vers ça. Mon premier marathon à 18 ans, j'accompagne mon frère. Donc, je sais plus combien on fait, 3,30, 3,35. Mon frangin était pas très, très bien entraîné à l'époque. On n'avait pas les boissons, tout ça. Ça s'est pas très bien passé. Mais moi, je l'ai accompagné et ça a été un souvenir, c'était un souvenir extraordinaire. Mon premier Hey, marathon. j'essaie d'imaginer un peu comment c'était à l'époque parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, entre guillemets, qui arrivent rapidement sur les longues distances, sur le marathon, et tout ça, alors qu'avant, moi, quand j'étais gamin, pareil, on disait, au début, tu fais de la piste et quand tu vieillis seulement, tu vas sur la route, quoi. C'est ça, c'est ça. J'aime bien répéter toujours ce processus, enfin, ou le décrire en me moquant un peu. C'est ça, c'est d'abord tu fais du 800. Après, quand tu es arrivé au bout de ta vie sur 800, tu fais du 1500, puis après tu fais du 3000, puis après tu fais du 5000. Alors là, peut-être que tu vas faire du 10 000, mais bon, on a un exemple ici, hein, on peut en reparler après, c'est Mayedine Mekissi, qui est un des plus grands, qui est moi, comme moi, donc, puisque j'habite à Reims maintenant, et qui est un des plus grands demi-fondeurs sur piste français, et qui aurait été, à mon avis, un coureur de distance monstrueux, sauf que, même chose, il a subi, entre guillemets, ce diktat des distances courtes qui sont plus nobles. Donc les distances plus longues, elles sont moins nobles. Donc voilà, donc on finit sur semi, sur marathon et sur 100 bornes. On a 50 ans, c'est fini, quoi. Mais moi, je l'ai subi un peu, ça, hein. Donc moi, je me suis lancé trop tard. Donc j'ai pas de regret, mais je me suis lancé trop tard. Donc quand je vois maintenant des Guillaume Ruel, je me régale parce que je me dis, c'est ça l'avenir du 100 km, du marathon, de toutes ces distances longues. Il passe aussi par les jeunes. Si on regarde Benoît Z, à Reims, quand il fait non, c'est pas à Reims. Enfin bref, quand il fait 2h06, il est très jeune, il a 20 ans, 21 ans, il se lance sur le marathon, il n'a pas peur. Donc, il faut qu'on arrive en France à comprendre que, j'espère que la Fédé comprend mieux ça, que l'avenir, c'est les jeunes. C'est pas quand on a fait 20 ans de carrière et qu'on se lance sur le marathon, ou sur 100 km, comme dans une voie sans issue. Ça me fait sourire ce nom, parce que moi, pareil, je suis de cette génération-là, donc je vois bien qui c'est Benoît Z. Mais on dit Benoît Z parce qu'on n'arrive pas à prononcer son nom. Ouais. Benoît Zvierdlavski. Donc, on l'appelle Z, ouais. Benoît Zvierdlavski. Donc, oui, Benoît Z qui est très jeune, mais déjà en cadet, il faisait du 10 000, Benoît. C'était un gamin qui était doué pour ça. Mais lui, il s'écoutait. Je pense qu'il n'écoutait pas ce qu'on lui disait et il s'écoutait. Parfois, ça lui a coûté cher, mais en termes de performance, peut-être, bien qu'il ait une carrière qui est remarquable. Mais voilà, il s'écoutait. Donc, lui, il est monté son marathon très jeune, 20 ans, et il a performé. Il a fait 2h06. C'était extraordinaire, mais pas de ré- mais et on le voit avec les Kenyans. On le voit. Alors, les Kenyans, c'est peut-être pas le bon exemple de tout ce qui se passe avec le dopage, mais on le voit quand même que les jeunes, on est forcément meilleurs quand on a 20, 25 ans, même pour faire du marathon, que quand on a 35 ou 40. Voilà, c'est comme ça. C'est physiologique. On n'y peut rien. Là, tu dis que tu commences en gros à 18 ans, tu fais ton premier marathon sur route. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, même si tu es dans tes études, comme tu disais, à partir de quand tu commences à t'entraîner vraiment pour performer sur route? J'ai eu un long break, en fait, un long break où j'ai choisi de privilégier
ma carrière, ma famille, les enfants, la maison. Donc, j'étais plus maçon que coureur à pied. Donc, j'ai mis entre parenthèses la compétition pendant presque pas 10 ans, mais pendant 7 ou 8 ans où voilà, la compétition n'était plus ma priorité. Moi, mon entourage me voyait aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai souffert un peu d'avoir déçu mes parents, d'avoir déçu mon frère, d'avoir déçu tous ceux qui misaient sur moi. Parce que tous mes potes, les Prianon, les Protet, les Debacker, Thiebaud, ils sont tous allés aux Jeux. Donc, tous ceux que voilà, Jean-Baptiste Protet, qui avait à peu près mon niveau, enfin, il était un petit peu meilleur que moi, mais il n'avait pas non plus tant que ça. Il a fait 2h12 au marathon. Moi, je les ai tous vus partir au jeu. Et là, je crois que j'ai eu une attitude un peu de protection en me disant, c'était une manière, je pense, de me protéger, de me dire, bah ouais, toi, tu n'y es pas allé, t'as loupé un truc. Donc, comme je voulais pas me dire que j'avais loupé un truc, je me concentrais sur d'autres choses, ma famille, ma maison, me construire, etc., etc. C'était un mécanisme de protection. Donc, il a fallu du temps avant que je me remette sur les rails du sport et de l'entraînement, un peu par hasard d'ailleurs, un peu par hasard, à force de ne plus faire de sport, de prendre du poids, je remets le doigt dans l'engrenage, alors un peu par hasard. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de hasard, mais je fais 10 km comme ça un peu au débeauté et je fais 37 minutes quasiment sans entraînement. Et il me dit, ah ouais, quand même, bah, peut-être qu'il va falloir que je creuse un peu le truc, quoi. Puis ça partit comme ça. Mais jamais je n'ai retrouvé le niveau que j'aurais dû avoir ou qu'ont eu tous mes copains de sport-études. C'est-à-dire que j'ai jamais fait 2h12 au marathon, j'ai jamais fait 1h02 ou 1h03 au Smith, que faisaient les gars qui avaient mon niveau. J'ai jamais fait tout ça. Jamais parce que c'était trop tard. Les 10 ans de couture étaient complètement rédhibitoires. Donc les temps que je faisais me satisfaisaient sans plus. 33 minutes au 10 km, 1h11 au Smith, il n'y avait pas de quoi. Il n'y avait pas de quoi se taper le cul par terre, si j'ose dire. Et puis à l'époque, euh, hier, j'étais au 10 km de Vincennes, je crois que ça se gagne en 33 minutes. Moi, en 33 minutes, sur le 10 bornes, je n'existais pas, quoi. Je finissais 10e des courses régionales, où tout le monde court en 30-31. 1h11 au SMIC, je crois que j'ai fait 250e en France. Voilà, 2h30 au marathon. Ouais, alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les distances s'allongeaient, j'étais, je vais dire, moins mauvais. Mon classement au bilan français était meilleur. Mais 2h30 au marathon, j'étais le moins bon de tous les coureurs euh, de l'équipe de France de 100 km. J'étais le plus lent avec 2h30. Donc, mes performances sur semi-10 marathon n'étaient pas terribles. Et donc, ça n'avait pas de quoi se gargariser, quoi. Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu te tournes vers le 100 km? Non, je me tourne vers le 100 km quand je passe l'agrégation. Quand je passe l'agrégation d'éducation physique, j'arrête de nouveau de m'entraîner parce que c'est trop de boulot. C'est trop de boulot, hein. Et là, je découvre, en fait, je découvre en repassant le CAPES et en repassant l'agrégation, je découvre en fait que je suis pas un si mauvais élève que ça. Le CAPES, je le passe. En fait, moi, j'ai fait la formation CREPS. Donc, la formation CREPS, on sortait, on était professeur adjoint. J'ai pas voulu faire la formation universitaire parce que je me dis si je pars en université, je me connais, je vais pas bosser, je vais me planter. Donc, j'ai fait une formation où c'était une formation un peu à l'ancienne éducation, ancienne formation des instituteurs, c'est-à-dire c'est une formation cylindrique. Ils en prenaient 40 sur 3000, mais les 40 étaient quasiment sûrs de sortir. Et moi, avec le niveau que j'avais en physique, ce qui d'ailleurs n'est pas normal hein, pour recruter des enseignants de l'EPS, avec le niveau physique que j'avais, j'étais sûr d'être pris. Donc voilà, donc je rentrais dans les 40 et on était quasiment sûr de sortir propre. Donc pour moi, moi qui étais un peu un feignant à l'école, je me disais ça c'est parfait pour moi, je suis sûr de rentrer, je suis sûr de sortir. Et donc, mais sauf que quand on sort, on est prof adjoint. Alors adjoint de qui, je sais pas, parce que moi je suis sorti, j'ai bossé tout seul dans un collège, j'étais adjoint de personne, mais bref, c'était une forme de rémunération un peu moindre. Et donc j'ai passé le CAPES interne dès que j'ai pu. Je l'ai eu du premier coup, j'ai passé l'agrégation, et c'est là que je me suis dit, ben, en fait, je suis pas si mauvais que ça à l'école. Donc je me suis rendu compte après coup que finalement, j'étais peut-être pas si mauvais que ça. Et c'est aussi comme ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas si mauvais que ça en course à pied, puisque les longues distances m'ont prouvé que j'étais capable de faire de belles choses. Et donc, je passe l'agrégation, j'arrête tout. Et puis, quand je l'ai réussi du premier coup, donc le truc est complètement improbable, selon moi, je l'avais passé pas pour l'avoir, hein, je disais l'agrégation, tu l'auras jamais, je l'ai passé pour, me, pour progresser dans mon métier d'enseignant. Parce que j'avais compris en passant le CAPES interne, j'avais appris beaucoup de choses sur la pédagogie
Et je me suis dit, je vais faire la formation d'agrégation d'éducation physique, je vais apprendre plein de choses, ça va être bien. Je vais me former dans mon métier, je vais apprendre. Voilà, mais j'imaginais pas une seule seconde pouvoir être agrégé de PS. C'était même pas imaginable pour moi. Et donc, je l'ai du premier coup, et là, je me remets à courir parce que ça me manque. Et je rencontre un copain, Christian Lotte, on ne veut pas le nommer, s'il écoute ce podcast. Il dit, tiens, on part aux 100 km de Rognonas, là, à la fin du mois, tu veux pas venir avec nous? Je dis, n'importe quoi. Ça fait un an que je cours plus, ça va pas la tête ou quoi? Mais, et là, je crois que ça redéclenche tout ce que j'ai vu étant gamin, les 100 km de Migène, mes héros d'enfance. Et je crois que ça envoie une petite graine dans mon cerveau, et la graine, elle met du temps à germer, mais et je me dis, pourquoi pas? Et, et j'aime bien dire ça parce que je pense que c'est important, une fois de plus. L'idée, c'est quand même pas vraiment de raconter ma vie, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est que ça serve aux gens qui nous écoutent. Moi, je pense vraiment que ce qu'on a au plus profond de soi, à un moment ou à un autre, ça finit par ressortir, quoi. C'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, refait surface. Et donc, je, je, j'avais peur de faire 100 km parce que je me disais, j'avais tellement entendu que les longues distances, c'était une voie de garage. Je pensais que si je faisais du 100 km quand je faisais 2h30 au marathon, j'allais perdre. Mais perdre quoi? Quand on y pense bien, 2h30, perdre quoi? J'avais rien à perdre. J'étais à 2h30, et voilà, ou je sais plus, j'étais dans les 2 ou 3 meilleurs de ma région, mais ça, c'est rien, il n'y a rien à perdre. Et quand je vois tout ce que j'ai gagné en n'ayant plus peur de perdre, mais c'est incroyable, quoi. Donc parfois les choses, la morale de l'histoire, c'est parfois on ne fait pas les choses par peur de perdre, mais perdre quoi? Euh, c'est très relatif. Et donc du coup, je me lance sur 100 km parce que je me dis, de toute façon, j'ai arrêté de courir pendant 1 an et demi pour préparer la grille, j'ai plus rien à perdre. Mais j'avais rien à perdre. Mais c'est quand même avec le recul, je me dis, mais c'est quand même dingue de se dire que cette discipline qui m'a tellement amené, qui m'a tellement apporté le 100 km, je l'ai fait presque par défaut, en me disant, oui, je peux y aller maintenant, j'ai plus rien à perdre. Alors que j'avais rien à perdre et tout à gagner. Et donc, je me dis, allez, allons-y, hein, soyons fous, tentons le truc, quoi. Et puis, je pense que quelque part aussi, au plus profond de moi, je fais un peu de la psycho à 2 balles, là, mais je me disais, comme je suis pas préparé, si je me loupe, c'est pas grave. Je pense qu'inconsciemment, je suis sûr qu'inconsciemment, j'avais cette idée-là. En me disant, de toute façon, préparer un 100 km en un mois et demi, si tu le doutes, tu diras que tu n'as pas eu le temps de le préparer. Je pense qu'il y avait ça. Donc, je l'ai pas formalisé, mais je suis sûr que c'était dans un coin de ma tête. Sauf que à cette époque-là, j'ai quand même un bon niveau, même si 2h30, c'est pas le bout du monde. Et en un mois et demi, je me retrouve à courir plutôt pas mal, quoi. Et puis, je suis encore jeune, hein, même si je suis vieux pour un sportif, j'ai 35 ans. Donc, très vite, je retrouve un niveau de footing correct et je me lance sur mon premier 100 km comme ça, avec vraiment la préparation minimale. Mais j'y vais en le disant, je vais juste finir, hein. C'est hors de question de faire une performance. Je vais juste pour finir. Et je vais à Rognonas, donc en janvier 95, je crois, juste pour finir et découvrir et retrouver un peu ce que j'avais admiré quand j'avais 18 ans, les 100 bornes. Et alors, est-ce que tu finis bien? Alors, je- mes copains, tous mes copains d'Épernay, là, du Jogging Club d'Épernay, eux partaient pour faire des temps entre 8h30 et 9h. Donc, c'était quand même c'est assez bons coureurs, quoi, hein, 8h30, 9h. Et là, je me dis, mais on va partir avec eux, 8h30, 9h, c'est pas possible, quoi. Après, je me dis, si je fais moins de 10 heures, ça serait quand même déjà pas mal, 10 à l'heure. Mais je me rendais pas compte, hein. Je me dis, comment on dit ça? Et puis, voilà, on prend le départ. J'ose pas partir tout seul. Je pars avec eux, je les suis. On verra bien. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent trop vite, hein, comme la plupart des coureurs. Ils partent trop vite, ils partent tous sur des bases de 12 km/h. Donc, 12 km/h, c'est 8,24, je crois. Et moi, je les suis, j'y vais. Et je me rends pas bien compte. Alors, forcément, 12 à l'heure, c'est facile pour moi, quoi. Mais on sait très bien que sur 100 bornes, ça représente que c'est facile au début. Et puis, au bout du 40, 45e, 50e, je me retrouve devant. Et je les entends encore me dire, toi, le 100 bornes marathonien, attends, où tu vas, là? La course n'a pas commencé, hein. On me dirait, il est pour qui il se prend, lui? Et puis, mais en fait, c'est eux qui fléchissaient. Et moi, j'étais régulier, sans me rendre compte. Et puis, je suis parti comme ça. Et puis, plus les kilomètres passaient, et puis j'étais mieux, et puis j'étais mieux, j'étais mieux. Et donc, en partant sur les bases de 8h30, je fais 7h54 au premier. Et là, je me dis, waouh, waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça ma discipline, c'est 7h54 au premier. Mais
Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et puis là, je me dis 7h54, c'est pas du haut niveau, mais l'équipe de France, à l'époque, c'était 7h15, quoi. Je me dis, mais non, quand même, quoi. Il y a un truc à creuser, quoi. Et puis, j'ai pris un plaisir de dingue à faire cette course. C'était génial. Si j'ai bien suivi, tu mets 4 ans à atteindre ton meilleur niveau sur 100 km où tu atteins ce qui est le record du monde à l'époque, si je dis pas de conneries aussi, 6h51. Euh, Comment tu t'es entraîné? Parce que là, tu avais fait une préparation minimaliste pour atteindre, pour gagner cette bonne heure. Tout à l'heure, tu parlais de 14 entraînements par semaine. Comment ça s'articulait? Comment tu as vu les choses? Parce que toi, à l'époque, tu es juste, après, tu vas me corriger, mais pour moi, là, tu es agrégé d'EPS, tu n'as pas encore passé de brevet d'État ou autre. Et donc, comment tu fais pour t'entraîner? Est-ce que tu prends un entraîneur? Comment ça s'organise tout ça? Ouais, c'est, comme dit l'expression consacrée, c'est une putain de bonne question et on la pose pas souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, alors une fois de plus, c'est pas pour raconter ma vie, mais pour le cheminement de ceux qui nous écoutent. En fait, euh, je suis pas encore sans bornard. Dans l'âme, je reste un marathonien. Et moi, mon rêve, c'est de faire moins de 2h30 au marathon. Donc, en fait, je reprends l'entraînement. Je dis pas que 100 km est anecdotique, mais moi, ce que je veux, c'est faire moins de 2h30. Je ne sais pas pourquoi. Une fois de plus, on se fixe des barrières qui sont connues. Est-ce que ma vie allait changer si j'allais faire 2h29? Non. Mais voilà, c'est comme ça. Je voulais faire moins de 2h30. Donc, en fait, je reprends l'entraînement de marathonien. Je veux faire moins de 2h30. Et puis, je me dis l'année prochaine, j'y retourne au mois de janvier. Janvier, c'est bien. J'en avais un peu marre de faire les crosses. Donc, en janvier, quand la saison est finie en septembre, je me consacre au 100 bornes et j'en fais un deuxième et je vois ce que ça donne. Donc, c'était ça, en fait, le plan. C'était ça le plan. Et donc, je refais une préparation de marathon. À cette époque, il n'y a pas de référence, il n'y a personne qui s'est entraîné sur les longues distances. Personne. Personne ne sait. Je ne trouve pas d'informations. Euh, les quelques coureurs qui font du 100 bornes, c'est très anarchique. Soit ils veulent pas le dire, soit ils n'ont pas l'entraînement structuré. Mais après, j'ai appris à les connaître et donc il y avait pas vraiment d'entraînement structuré. Et là, les côtés profs, agrégés, voilà, qui prépare ses en qui prépare ses cours avec ses élèves, tout ça, ce côté-là, je pense prend le dessus. Je me dis, faut que je comprenne comment ça fonctionne, cette épreuve. Et en fait, j'ai commencé à chercher. Donc, je me suis entraîné moi-même. J'ai été mon propre cobaye. J'ai testé des trucs, j'ai tenté, j'ai réfléchi et je me suis dit, le 100 km, finalement, pourquoi est-ce que ce serait différent du marathon? Donc, je me suis dit, il faut que je garde euh, les mêmes bases, développement de la VMA, développement de l'EMA, développement de la vitesse spécifique, voilà, le fameux trépied, enfin, le trépied. Et je me suis dit, je vais reprendre ça et je vais juste l'allonger un peu, puis on va voir un peu comment ça fonctionne. Mais j'ai repris les mêmes bases. Et puis la deuxième course que je fais, donc l'année d'après, ça se passe plutôt bien puisque je fais 7h14. Ah ouais, t'as gagné Ouais, 40 minutes. ouais, il gagne 40 minutes. Et là, je me dis, là, tu es aux portes de l'équipe de France, mon garçon. J'avais pas fait, j'aurais dû être en équipe de France. 7h14 à l'époque, c'était, enfin, 96 ou 17, ça suffisait pour être en équipe de France. Mais je l'ai pas fait, je connaissais pas les critères de sélection et il fallait faire ça au championnat de France. Donc moi, je faisais ça à Rognoles, parce que Rognoles, c'était bien, c'était au mois de janvier, le parcours était peur, ça me plaisait bien, il faisait chaud, pas trop froid. Et donc, en fait, ma performance, elle est hors critères de sélection, puisque le premier critère de sélection, c'est le championnat de France, c'est la place qu'on a fait dans les championnats du monde, et les autres épreuves viennent en critère 3. Donc moi, j'étais en critère 3, donc j'ai pas été pris en sélection. Et ça, je le comprends. Et je me dis, ben, l'année prochaine, si tu veux refaire Orognoles, mon gars, il faut que tu fasses une grosse perte si tu fais pas le championnat de France pour rentrer dans les critères de sélection. Et c'est ce qui se passe l'année suivante. Je fais 6h56, je gagne la course. Et là, du coup, boum, je rentre dans les critères, meilleure performance française de l'année 98. Et là, je rentre dans l'équipe de France et je fais les championnats d'Europe au mois de juin en Belgique. Et donc là, c'était parti. Donc 3 ans à faire un seul 100 km par an, en restant un peu avec l'esprit plutôt marathonien, pas vraiment son bornard, et 3 ans pour construire une méthode, commencer à comprendre les choses. Et après va arriver la cerise sur le gâteau, le diamant brut, c'est Pascal Fétizon qui loupe la sélection aux Jeux Olympiques sur marathon en 96. Ça avait fait un petit scandale à l'époque parce que il avait vraiment joué le jeu au championnat de France à Paris. Il avait pris des gros risques.
pour partir sur les critères de sélection, on va en reparler, parce que cette année, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, il fait 2-14, mais il fait 2-14 en partant sur des bases de 2-11, il prend des risques, il finit 9e, premier français, il n'est pas sélectionné. Et là, ça a fait un scandale parce que tous les coureurs de France se disaient qu'il n'y aurait même pas un marathonien au jeu, et que c'était un peu leur manquer de respect. Et là, Pascal, il est dégoûté et il décide de faire du 100 km. Et ça passe à moi pour que je l'entraîne. Et là, j'ai une Ferrari entre les mains, une Porsche, je sais pas comment je connais rien en bagnole, mais bref, j'ai une grosse voiture, quoi. Et là, avec lui, on a pu tester, on a pu faire des essais, qu'est-ce qui marche mieux sur les sorties longues. Parce que c'est ça la grosse problématique. Euh, la sortie longue, comment faire une sortie longue, comment reproduire un effort de 100 bornes, c'est pas possible. Déjà, reproduire un marathon, c'est compliqué. On dit aux gens de ne pas faire un marathon, de faire un marathon. Mais là, sur 100 km, la problématique, elle est complexe. Comment faire pour reproduire ce qui se passe dans les 30 derniers kilomètres d'un 100 km? On va pas courir 70 km en entraînement pour reproduire. Donc, ça a été passionnant. Ouais, j'ai fait de la recherche, en fait. J'étais pas enseignant-chercheur, mais j'ai fait de la recherche. J'étais pas dans un labo, mais c'est la même chose. Et ça a été une période de ma vie extraordinaire de continuer à essayer de progresser à mon niveau, d'être en équipe de France, d'amener Pascal en équipe de France et de faire tout ce qu'on a fait après, l'amener au titre de champion du monde. Là, ça a été une période extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu passes tes diplômes officiels pour être éducateur sportif en athlète? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé dans le même temps, en 96, il y a un homme extraordinaire qui s'appelait, hélas, il est décédé, Camille Vial, qui était à la tête du hors-stade. Il était responsable du hors-stade à la Fédé. Et cette personne extraordinaire qui venait du 800 pourtant, Camille Vial, a décidé de créer des formations hors-stade. Et donc, pour créer des formations hors-stade, il fallait donc créer un livret de base avec des contenus de formation. Et là, Camille, qui était un meneur d'hommes extraordinaire et qui avait un coup d'œil terrible, il nous a repérés. Il m'a repéré moi. Il nous a eu dans une formation. Il m'a repéré moi avec mes questions à la con, avec ma grande gueule. Il s'est dit, c'est bon, je vais le prendre. Il va nous écrire, le livret. Il a repéré Pascal, qui est un champion, mais qui est aussi un très bon entraîneur. Jean-Pierre Monceau, qui vient de nous quitter récemment. Donc, j'ai encore plus de joie de le citer. Il crée une équipe et il crée les livrets de formation. Et donc, nous, en fait, on a créé les formations hors stade. On a créé les contenus. Isabelle Guyot, multiple championne du monde de course de montagne. Donc, on crée ces livrets de formation et donc, on passe les formations. On passe les formations hors stade. On devient formateur en même temps qu'on forme. Et donc, j'ai passé tous mes diplômes fédéraux pendant ce temps-là. Donc, à l'époque, il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc, je vais jusqu'au niveau 4, le niveau entraîneur national, on va dire, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, je passe tous mes diplômes fédéraux. Avec l'agrégation, j'ai déjà des équivalences, mais comme j'aime bien faire les choses proprement, même si je suis pas rémunéré dans mon métier d'entraîneur, je passe aussi les diplômes d'État parce que c'est pas dire que c'est facile pour moi de les passer, mais bon, voilà, je vais passer la grecque, j'ai bossé comme un dingue, donc passer des diplômes d'État, j'étais dans cette démarche d'apprentissage et du coup, peut-être que je rattrapais aussi toutes ces années à l'école où j'ai pas foutu grand-chose, donc du coup, j'avais une espèce de boulimie et donc je passe aussi mes diplômes d'État, ce qu'on appelait à l'époque les brevets d'État, le premier degré, deuxième degré, etc. Mais je suis pas, enfin, en France, on est très axé et un peu obnubilé par les diplômes. Moi, je suis pas forcément fier d'avoir tous ces diplômes et je pense que c'est bien de les avoir, le terrain, c'est important aussi. Tous les penses qu'on a fait, tous ces diplômes. Et j'aimerais qu'on aborde un peu plus en détail la méthode champenoise, donc. Ouais. Donc, ta philosophie d'entraînement. Là, tu parlais de sortie longue, tout ça. Et donc, tu as cité le triptyque, un peu le trio de la méthode champenoise, comme elle a été appelée, si j'ai bien compris, au Trail des Templiers à l'époque. Ouais, c'est Gilles Bertrand qui a écrit un livre sur l'entraînement. Et voilà, j'aime bien citer les gens quand je le peux. Et Gilles Bertrand, on lui doit beaucoup dans la course à pied. On lui doit beaucoup, le créateur des Templiers, de la course de Yannick Demillot, qui avait aussi créé le magazine VO2 Magazine. Non, mais j'étais abonné au VO2 Magazine, aux deux. Il y avait VO2, il y en avait deux. Il y avait VO2 Mag et VO2 Athlé, je crois. Il y avait un truc comme ça. Ouais, bah, c'était le VO2 Mag, qui était produit à Millau d'ailleurs. Hein. Ils avaient leur bureau à Millau. Donc, Gilles Bertrand, qui a beaucoup fait, et qui continue d'ailleurs de beaucoup faire même s'il a pris du recul sur la course à vide. Et c'est lui qui a eu la gentillesse
de nommer ma méthode dans son livre, la méthode champenoise, parce que je suis en Champagne, donc ça m'a fait plaisir et j'ai gardé cette appellation parce que d'abord, j'en suis assez fier que ce soit Gilles qui me l'ait attribué et puis j'aime aussi la méthode champenoise qui se doit, donc le champagne. Donc la méthode champenoise, pour moi, ça a du sens dans tous les sens du terme. Donc la méthode, avec ce triptyque, je suis né à 3, il y a beaucoup de choses qui vont par 3 dans ma vie et ce fameux trépied de la performance. Donc, j'aime bien donner des choses qu'on retient facilement. Donc, j'aime bien dire que performance égale puissance plus endurance plus efficience. C'est facile à se rappeler. C'est le théorème de la performance pour moi. Performance égale puissance plus endurance plus efficience. Donc, la puissance aérobie. Donc, on pourrait dire que c'est la VMA, pour faire simple. C'est un peu réducteur, mais c'est ça. C'est tout le travail de VMA, c'est le travail de puissance. Donc, augmenter la consommation maximale d'oxygène. Ça, c'est quand même un pilier. C'est un peu le moteur. Hein. Si on compare un coureur à une voiture, c'est le moteur. Donc, la puissance, premier pied du trépied. L'endurance, mais pas l'endurance de Serge Coutreau, hein. Même si Serge, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. On lui doit tellement. On est tous des fils de Serge Coutreau. Pas l'endurance fondamentale, l'endurance aérobie, c'est-à-dire la capacité à courir vite, à courir le plus vite possible en fonction du temps d'effort. Je précise bien en fonction du temps d'effort. On ne peut pas courir aussi vite si on court 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures et 4 heures. C'est une lapalissade, mais c'est comme ça. Donc, puissance, endurance aérobie. Et le troisième pilier, c'est l'efficience. C'est donc le rendement, le coût énergétique de la foulée. Ce que ça vous coûte en énergie quand vous vous déplacez. On peut avoir une grosse voiture avec un gros moteur qui roule vite, mais si elle dépense beaucoup d'essence, elle ira moins loin qu'une autre voiture qui a autant de puissance. Donc, pour moi, la méthode champenoise, c'est ça, c'est le travail de ces 3 piliers, trépieds fondamentaux, puissance, endurance, efficience égale performance. Alors, j'ai pas mal de questions parce que, comme tu sais, aujourd'hui, tout s'est un peu démocratisé en théorie sur le net, sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui. Et sur les longues distances, donc, je me pose la question, donc je suis pas du tout expert, hein, de la pertinence du travail de VMA. Tu sais, pour moi, ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, donc de la part d'experts théoriques, c'est que la VMA a peu d'incidence finalement sur la performance sur très longue distance, sur marathon et plus. Toi, ça fait partie de ton triptyque, ton trio. Est-ce que tu as remarqué que cette amélioration justement de la puissance t'aidait justement pour les longues distances, tu vois, à contraire de tout ce qui se peut se dire actuellement? Alors moi, ce que j'ai constaté, hein, tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'ai écrit, ça vient du terrain. Je suis pas un grand scientifique, j'ai pas énormément de connaissances scientifiques. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui me passionne le plus. Comme ça, c'est mon côté peut-être mauvais élève. Donc, moi, j'aime bien que le terrain valide ce que je pense ou ce que j'ai lu ou ce que j'ai cru comprendre. C'est important pour moi. Quand Pascal Fétizon, grand champion de la course à pied, 1h02 au SMI, des sélections sur semi, sur marathon en équipe de France, vice-champion du monde de cross à Boston avec la grande équipe de cross de l'époque. Quand Pascal Fétizon se lance sur 100 km, tout de suite, premier 100 km, 6h29. Donc voilà. Moi, j'étais à côté de lui en vélo, j'ai passé 70 km alors j'étais en vélo, mais c'est comme si j'étais un cheval sur lui que je tirais sur les rênes pour pas qu'il accélère. Voilà, c'est un avion pour les 100 km. C'est un avion. Pascal, il a une base qui lui permet de courir à 16, 17 à l'heure en footing, comme qui rigole. Donc, ça fait écho. Je me dis, c'est quand même drôle, quoi, que le mec qui a le plus gros moteur, c'est celui qui performe tout de suite. Donc, je voudrais qu'on m'explique, alors que le gars, il n'a pas forcément une endurance extraordinaire, endurance aérobie 200 km. Il a une endurance aérobie de 6h30. Il n'a pas une grosse endurance aérobie de 6h30, puisque il n'a pas beaucoup travaillé ça. Son efficience sur 100 bornes, elle est débutante. Il débute dans le métier. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que la VMA ne sert à rien. Ceux qui ont les plus grosses VMA sont quand même ceux qui vont les plus vite. Néanmoins, pour apporter un bémol à tout ça, quand on est en équipe de France, on a tous été testés par le professeur Lacour, éminent physiologiste pour lequel j'ai beaucoup de respect, et il a testé toutes nos VMA. Et il s'est rendu compte, toutes nos VMA, donc ça allait de 19,5, je crois, à Pascal, je crois qu'il avait 22,5, je ne sais plus. Enfin bref, toutes les VMA de tous les sportifs membres de l'équipe de France de 100 km. Et on s'est rendu compte que les écarts de VMA étaient disproportionnés par rapport aux écarts de performance. C'est-à-dire qu'en gros,
Les écarts de performance n'étaient pas si grands que ça, mais les écarts de VMA étaient très importants. Et le professeur Lacour, on a conclu que la VMA n'avait pas une incidence déterminante sur la performance sur 100 km. Et c'est vrai. La performance déterminante, c'est l'efficience, parce qu'on court pendant 7 heures, 6 heures, et c'est l'endurance aérobie, la capacité à utiliser le plus gros pourcentage de VMA possible. Néanmoins, plus la VMA est développée, plus on va pouvoir utiliser une part importante. Donc, c'est ça la conclusion, c'est que ce n'est pas déterminant, mais ça reste quand même quelque chose qui est important, et on le voit, hein, on le constate. Guillaume Ruel, qui est le meilleur Français actuellement, regardez les performances qu'il réalise, et je crois qu'il vient de faire 1h04 au swing. Voilà, c'est des gens qui, quand même, sont rapides, 2h15, 2h14 de marathon. Donc, les meilleurs sur 100 km sont les meilleurs sur des distances courtes, mais on peut, Thierry Guichard, par exemple, qui est en équipe de France avec moi, vice-champion du monde, faisait 2h20 au marathon, 20, 2, il arrivait à faire quand même des performances presque similaires à celles de Pascal, parce que son endurance aérobie était plus forte et son efficience était supérieure. Donc, j'espère que je n'ai pas trop digressé et que j'ai répondu à la question. La VMA n'est pas déterminante, mais elle est pas importante. Oui, mais j'ai bien compris. En fait, si t'as pas 19,5 de VMA, de toute façon, c'est que des gros chiffres. Donc forcément, quand on est là, Ouais, ça c'est va, ça. quoi. Hein. Ça va. On était tous au-dessus de 20. Hein, donc, c'était, je crois qu'il y avait un seul qui était à 19,5, c'était Denis Gac, mais qui était d'une endurance monstrueuse, Denis. Et après, derrière, on était tous à 20, 25, 21, 22. Ouais, ça tapait fort au niveau des éléments. C'est quoi l'EMA? Donc l'endurance maximale aérobie, parce qu'effectivement, aujourd'hui on parle beaucoup d'endurance fondamentale, comme tu dis, Serge Cotreau a vraiment démocratisé ça. Je me souviens quand j'étais gamin, mon grand-père lisait beaucoup les magazines de course à pied, donc j'en ai lu plein. Et toi, tu as introduit un peu ce concept d'endurance maximale aérobie, et j'ai vu sur ton site, sur les articles qu'il y a, donc sur brunohobby.com, que tu peux même estimer quel est ton degré, ton pourcentage d'endurance maximale aérobie. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Oui, c'est vrai. Alors, en fait, quand j'ai réfléchi à cette notion de développement, parce que moi, j'ai rien inventé. Hein. Le BMA, je l'ai pas inventé. Le BMA, je l'ai pas inventé non plus. Et l'efficience non plus. Hein. Moi, j'ai fait que, pour moi, la méthode champenoise, j'ai synthétisé l'ensemble des données. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu les farouches partisans de la VMA, mais ils font pas trop le reste. Après, il y a les farouches partisans de l'endurance. Ça revient à la mode, hein, quand on va sur les réseaux autour. L'EF, on n'a même pas besoin. Quand on dit EF et qu'on sait ce que ça veut dire, endurance fondamentale, ça, quand on n'a même pas besoin de prononcer le mot de quelque chose, ça veut dire quand même que c'est très utilisé. Et je trouve, je sais pas ce que tu en penses, il y a un retour de Bien l'endurance. sûr. Je sais pas. Coutreau a, tiens, il est complètement. Enfin, je pense que j'ai pas fait de statistiques, mais je suis sûr que une personne sur deux personnes sur trois qui parlent de F ne savent même pas que c'est un concept de Serge Coton. Parce que Serge, il est sorti un peu des radars. Mais l'EF, hein, moi je fais de l'EF, il faut que tu fasses de l'EF, etc., etc. Donc, on a ça à toutes les sauces. Il y a deux choses qu'on a à toutes les sauces, l'EF et le seuil. Ça, on nous en tartine de tous les pays. Tout le monde fait de l'EF et tout le monde fait du seuil. On va en parler après du seuil. Me spoil pas tout de suite. Ouais. Donc l'endurance. Alors, l'EMA, l'endurance maximale aérobie, pour moi, c'est d'une logique implacable. Il y a la VMA, le développement de la puissance, c'est la VMA. Personne ne dit que la VMA, c'est une allure unique. La VMA, c'est 35%, 100, 105. Enfin, ceux qui font de la VMA, enfin, je l'espère, balayent une zone dans laquelle on a des effets sur la consommation maximale d'oxygène, sur la VO2 max. Le VMA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors quand je dis on, moi et d'autres, que, en fait, entre 80 et 90% de la VMA, quand on balaye cette zone, on a une amélioration de l'endurance aérobie, donc de cette capacité d'utiliser une fraction. Imaginons que la VMA, c'est un gâteau. Ben, l'endurance aérobie, en fait, si on a un gros gâteau, si on veut courir vite, il faut qu'on soit capable d'utiliser la plus grosse partie possible de ce gâteau. C'est ça, en fait, l'endurance aérobie. Et sachant que le gâteau, 100% du gâteau, c'est à peu près entre 4 et 6 minutes, mais c'est plutôt aux alentours de 5 pour la moyenne des gens. Donc, si je cours 5 minutes, je vais utiliser 100% du gâteau. Si je cours 15 minutes, ben, je vais plus en utiliser que peut-être 98. Si je cours 1 heure,
90, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que l'entraînement permet d'utiliser la plus grosse partie du gâteau, la plus grosse fraction possible en fonction de la durée de mon effort. C'est pour ça que je parle bien de durée d'effort. Je ne vais pas non plus trop partir dans tous les sens, mais attribuer un pourcentage de VMA à une distance, c'est pour moi un non-sens. Dire on fait un marathon à 30% de la VMA, ça ne veut rien dire. On fait un 10 km à 30% de la VMA, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens pour moi. Dire on court 1 heure à 30% de VMA, on court 30 minutes à 30% de VMA, on court 2 heures à 30% de VMA, oui, en fonction de la durée de l'effort. Mais dire on court 30% de VMA, un marathon qui peut durer 2 heures pour Kipchoge ou 6 heures pour les gens qui finiront le marathon de Paris, on ne peut pas courir entre 2 heures et 6 heures au même pourcentage de VMA. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde comprend ça. Hein. Et pourtant, c'est pas forcément ce qu'on peut lire partout. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit. Et donc, l'EMA, l'endurance aérobie, se développe en courant à des intensités entre 80 90% de la VMA. Donc, on va améliorer cette capacité d'utiliser la fraction de VO2 max qui est possible. Et on peut évaluer ça. Alors, on peut évaluer ça avec. Alors, en fait, cette vitesse qui décroît. Ah, tu me coupes hein, si je suis trop. Non, c'est hyper intéressant pour moi. Je t'écoute. Okay. Cette vitesse qui décroît, on peut imaginons que c'est une pente qu'on descend. Plus on perd de temps au fur et à mesure que le temps d'effort s'allonge, plus on ralentit, plus cette pente est accentuée. Moins on ralentit, plus cette pente est proche de l'horizontale, sachant qu'on ne peut pas avoir une pente horizontale. On ne peut pas courir 5 minutes aussi vite que, on ne peut pas courir 10 minutes aussi vite que 5, on ne peut pas courir 1 heure aussi vite que 10, donc la pente, elle est forcément négative. La vitesse décroît en fonction du temps, c'est inexorable, tout le monde sait ça. Et cette pente, elle se mesure. Elle se mesure en prenant des performances, on va aligner des points et on va trouver cette pente. Et cette pente, c'est l'indice d'endurance. Donc c'est Perronnet qui a bien expliqué tout ça. Cette pente, en fait, qui est négative, elle peut être calculée en reliant des points. Alors le point, ça peut être un test de BMA, un 5 km, un 10 km, un SMI. On va relier les points, on va relier et on va avoir une pente, un indice qui va être négatif. Donc plus votre chiffre est important, moins vous êtes endurant. Si vous avez une pente très accentuée, moins 9, vous n'êtes pas endurant. Améliorer votre endurance aérobie. Alors, c'est pareil, une fois de plus, hein, le terrain nous montre ça. Un coureur qui fait 1h01 au SMI et qui fait 2 heures dans le marathon, bah, il n'est pas endurant. Il n'a pas travaillé sur l'endurance. Un coureur qui fait, et on en voit dans tous les pelotons, un coureur qui fait, moi je faisais 33 minutes au SMI, 33 minutes au D-board, 1h11 au SMI. Les coureurs qui faisaient 33 au D-board et 1h11 au SMI, il n'y en avait pas beaucoup. Ceux qui faisaient 33, ils faisaient plutôt une 14, une 15. Ceux qui faisaient 1h11 au SMI, ils faisaient pas tous 2h30 au marathon. Ils faisaient plutôt 2h35, 2h40, voire même. Voilà, donc c'est ça en fait, l'indice d'endurance. C'est ça la pente. Moi, au fur et à mesure que les distances s'allongeaient, j'étais de plus en plus fort. Donc j'avais une grosse endurance aérobie, à la fois naturelle, comme la VMA, comme la VO2 max, mais je l'ai aussi beaucoup travaillé. C'est pour ça que cette notion, elle est importante pour moi. Alors pourquoi je l'ai appelée EMA? C'est comme VMA, vitesse maximale aérobie, endurance maximale aérobie. Pourquoi je l'appelle pas seuil? Parce que le seuil, c'est une vitesse unique. Et l'EMA, c'est une zone dans laquelle il faut travailler pour améliorer son endurance, comme la VMA, c'est une zone dans laquelle il faut travailler pour améliorer sa puissance. Puisque tu me lances sur les seuils, tu as fait un excellent article que j'ai partagé sur Instagram la dernière fois, sur les seuils. Tu sais, je pense que même moi, ma génération, quand je faisais de l'athlétisme, si tu voulais faire des tests pour déterminer tes seuils, on va y revenir, fallait aller en laboratoire, c'était pas du tout démocratisé. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choses qui sont démocratisées pour essayer de déterminer tes seuils. Et donc, en fonction de la méthodologie que tu vas utiliser, tu vas arriver à des valeurs un jour J, le jour du test, dont beaucoup après vont se servir pour s'entraîner et déterminer les allures. Que penses-tu de tout ça? Alors moi, j'ai fait partie aussi de cette génération où, pour on mesure notre seuil de lactatémie, il fallait qu'on aille en laboratoire. Donc peut-être pour ceux qui nous écoutent, le seuil de lactatémie, c'est quand on fait un effort physique, on produit des lactates. Ces lactates, en grande partie, ils sont resynthétisés pour produire de l'énergie. Donc c'est pas du tout un poison, le lactate. Le cœur est le premier utilisateur de lactate. Donc c'est un gros consommateur de lactate. Et donc les lactates augmentent au fur et à mesure
de l'augmentation de la vitesse de course. Et à un moment donné, cette augmentation, elle se fait en flèche, c'est-à-dire que la courbe qui augmente de manière régulière, d'un seul coup, elle augmente, je ne vais pas dire à la verticale, mais presque. Et ça a été constaté physiologiquement. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, je ne remets pas ça en cause. Ça existe. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. À un moment, on a cette courbe de lactatémie qui augmente brutalement. Et donc, le seuil, c'est ça. Le seuil anaérobie, c'est le moment où le corps produit plus de lactate qu'il n'en réutilise. Et donc, comme il n'arrive plus à recycler le lactate, bah, ça monte en flèche et ça met le muscle en acidose musculaire et donc la contraction musculaire se fait moins bien et on ralentit. Donc c'est ça le seuil, c'est pas, ça existe vraiment. Mais pour le mesurer, là, c'est une autre paire de manches. Et là, j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Pelletier, entraîneur historique d'Annette Sergent, triple championne du monde de cross. Bernard faisait partie de la cellule de formation avec Camille Vial, c'est un cadre technique de la Fédé, c'est le responsable du hors-stade. Donc Bernard nous a beaucoup discuté, il nous a appris plein de choses. Et lui, il travaillait beaucoup avec le professeur Lacour. C'était l'époque où voilà, on testait tout. Hein. La physiologie arrivait dans la course à pied et donc on testait tout. Et eux, ils se sont rendus compte qu'avec Annette Sergent, Annette, elle était en stage à Lyon, après elle partait en stage à Cap-Breton, après elle était en stage à Paris, à l'INSEP. Ils sont aperçus que le seuil anaérobie d'Annette s'améliorait. Elle améliorait son seuil sans travailler son seuil, en travaillant dans cette zone d'endurance aérobie. Et donc, ils se sont dit, ah, mince, comment que ça se fait? Donc, en fait, quand elle travaillait dans cette zone, parfois, elle travaillait à son seuil, mais parfois au-dessus et parfois en dessous. Et en fait, ils ont compris, donc le professeur Lacour a vraiment bien écrit tout ça. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le seuil, il n'y a pas besoin d'en faire du 1er janvier au 31 décembre, qu'en fait, si on travaille précisément au seuil, tout de suite, celui-ci va augmenter. Et donc, quand un peu au pif, un peu quand c'est comment ça s'appelle quand on découvre un truc, j'ai oublié le nom. Eureka. Non, il y a un nom pour ça, la sérendipité. Voilà, c'est pas la sarcopénie, c'est la sérendipité. Alors, j'ai pas fait un jeu avec mes potes en disant il faut que tu arrives à placer sarcopénie et sérendipité, un truc. C'est pas vrai, hein, j'ai pas fait ce jeu-là, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Mais c'est des termes un peu barbares. Donc la sérendipité, c'est le truc qu'on découvre sans le faire exprès. Le roquefort, la tarte tatin qui tombe à l'envers et qui se retourne. Et ben eux, c'est ça. Ils se sont rendus compte sans le vouloir que en fait, pour travailler au seuil, il fallait travailler pile sur cette allure et que ça avait un impact immédiat. Mais que si on travaillait autour et qu'un peu sans le faire exprès, on travaillait dedans, ben on l'améliorait quand même. Donc ils ont amélioré le seuil sans le vouloir en travaillant au-dessus, en dessous et parfois dessus. Donc ça, c'était la première des conclusions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment on veut améliorer son seuil, il faut en faire 4-5 semaines avant l'objectif et mettre vraiment de manière vraiment très précise l'allure sur ce seuil. Sauf que l'allure précise du seuil avec ce cours de lactatémie, comment on fait pour l'évaluer? Comment 99% des gens font pour l'évaluer? Ce n'est pas possible. On ne va pas aller en labo, c'est compliqué. Donc personne ne va aller en labo mesurer son seuil. Et encore, si tant est qu'on puisse tous aller en labo pour mesurer son seuil, ils se sont aussi aperçus en faisant toutes ces mesures que les données changeaient entre le labo de Lyon, le labo de Bordeaux et le labo de Paris, parce que les protocoles étaient différents, parce que le gars qui lisait la courbe n'avait pas le même regard. Lisez une courbe de lactatémie, il y a 10 personnes qui vont la regarder, il n'y en a pas un qui va trouver la courbe d'inflexion, parce que la courbe d'inflexion, c'est pas un angle à 90 degrés, hein, c'est une courbe. Donc c'est pour ça que je trouve que baser tout un entraînement sur le seuil, puisque le seuil, on nous a tartine à toutes les sauces. Je fais du seuil. Moi, les gens qui s'adressent à moi, tout le monde me dit, quand je dis, vous faites quoi comme séance? Je fais de la VM1, je fais du seuil. Ils font tous du seuil. Tous les gens font du seuil. C'est un truc de dingue. Comme la prose de M. Jourdain, là, tout le monde faisait de la prose sans le savoir, les gens, ils font tous du seuil. Mais personne ne sait ce que c'est. Et personne n'est en capacité de l'évaluer. Parce que c'est très compliqué avec ces histoires voilà, de labo, de code de lactatémie, d'accession. Donc moi, je ne me voyais pas tout baser un entraînement sur une donnée que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je ne peux pas évaluer. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors, je suis peut-être un peu droit dans mes bottes avec ça, mais je ne vois pas comment c'est possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est une donnée compliquée à évaluer, on l'a simplifiée à outrance. Alors, on lit tout. Hein. Comme le seuil pour les athlètes de haut niveau, comme Annette Sergent, comme Pascal Fétizon, comme Guillaume Revel, comme tous nos marathoniens actuels, leur seuil à eux, ça correspond
ils sont très entraînés, ça correspond quasiment à leur vitesse sur 1 heure, à peu près, grosso modo. Alors on a dit, bah, c'est la vitesse semi. Bah oui, c'est la vitesse semi pour un mec qui fait un semi en 1 heure. Mais c'est pas la vitesse semi pour 95% des gens qui font beaucoup plus. Après, on a dit, c'est la vitesse sur 1 heure. Après, on a dit, enfin, je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs pour évaluer le seuil, tu sais peut-être mieux que moi. Seuil ventilatoire, seuil 1, seuil 2. Moi, je vois beaucoup, hein, en vélo aussi, ils sont très axés là-dessus, hein, quand je m'y suis un peu au triathlon. Le SV1, le SV2, ok, ouais, mais comment les gens font pour savoir qu'ils sont à SV1 et SV2? Je suis curieux moi, je vois pas comment c'est possible. Donc voilà, j'espère une fois de plus ne pas avoir fait trop de digressions et avoir Non, répondu à ta non, question. c'est super ce que tu dis, Bruno, mais c'est vrai que toutes ces histoires de seuil, donc ça fait longtemps que je m'intéresse aussi à ces sujets, et en fait, en fonction de comment tu le mesures, dans quelles conditions, où tu le mesures, comment tu as mangé avant, comment tu as dormi avant, bref, ça varie tout le temps, et donc c'est pour ça que je voulais que tu en parles un petit peu, parce que ton article était vraiment super, et c'est pour ça que je l'avais partagé. Merci. C'était vraiment la conclusion que j'avais sans avoir ton expérience. Ouais, Euh, après, moi, je m'adresse, moi, l'idée de la méthode champenoise, c'est pas la méthode du champion du monde de 100 km, c'est la méthode qu'on peut adapter à toute la population. L'idée de construire une méthode, c'est pas qu'elle soit accessible à, euh, j'aime bien faire des comparaisons avec les voitures. Je veux être un garagiste qui soit capable de régler une Ferrari, mais aussi une 2 chevaux. Même si maintenant il n'y a plus de 2 chevaux. Voilà. L'entraîneur qui n'entraîne que des Ferrari, peut-être qu'il peut se servir du seuil parce qu'il a à sa disposition tellement d'outils que oui, il a affaire à des professionnels qui ont ça à faire. Il a un labo pas loin de chez lui. OK, pas de problème. Qu'on fasse ça. Je suis pas contre l'entraînement scientifique, bien au contraire. Mais moi, mon but, c'est une méthode qui soit applicable à tous, à tous les gens, et qui soit. Et pour moi, la notion de faisabilité, elle est déterminante. C'est-à-dire que il faut pouvoir faire cet entraînement-là. Si on habite à Paris, si on habite à Nice, si on habite au fin fond de la Creuse ou de la Lorraine ou, je sais pas moi, de la Loire-Atlantique, c'est ça le but. Et donc, il faut bien trouver des outils qui soient facilement utilisables. C'est ça, en fait, le postulat. Et c'était ça la gageure. Et c'était ça parce que trouver une méthode pour entraîner un gars à l'athlète de haut niveau, c'est hyper facile à entraîner. Alors franchement, c'est vraiment facile. Hein. Faut pas croire que les gens qui entraînent les athlètes de haut niveau, c'est des champions d'entraînement. Hein. C'est tellement facile. L'athlète de haut niveau, il se connaît par cœur. Toutes les données sont mesurées. Donc c'est vraiment. Je ne dis pas ça par une fois de plus. Là, pour une fois, j'essaie pas d'être provocant, mais c'est vraiment possible. Donc le seuil, ok, mais le seuil pour tout le monde, je vois pas comment c'est possible. Mais on ne va pas toucher le truc. Parlons maintenant de la vitesse spécifique. Tout à l'heure, on parlait de l'EMA, donc l'endurance maximale aérobie. Est-ce que des fois, justement, la vitesse spécifique de l'épreuve euh, se surimpose pas justement à l'EMA? C'est pas la même vitesse parfois? Si, exactement. C'est tout à fait ça. Parfois, elles se confondent. La vitesse spécifique, donc c'est ce que je dis toujours quand je fais des interventions ou quand je réalise des stages ou quand j'explique la méthode. Je dis, pour faire simple, VMA entre 95 et 100, je dis bien pour faire simple. VMA entre 95 et 105% de la VMA. Donc, entre la 105 jusqu'à 95, on est dans la zone de développement de la puissance aérobie. Développement de l'endurance aérobie entre 80 et 90%. Voilà. Entre les deux, 95, 90. Il y a Véronique Billat aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il faut aussi que je lui rende hommage. Véronique a beaucoup travaillé sur ça, elle a beaucoup vulgarisé toutes ces choses-là. Et donc Véronique, elle explique bien qu'entre 90 et 95, on est dans une zone un peu transitoire. On est entre le MA et la VMA. On développe plus trop la puissance aérobie, pas vraiment l'endurance aérobie, on est un peu entre les deux. Donc, hein, si on s'imagine, 105-95 puissance aérobie, 95-90 zone un peu transitoire, on va ensemble, 90-80 EMA, endurance maximale aérobie, et en dessous, on est sur des allures qui n'ont pas un gros impact sur la performance. Donc, en dessous, peut-être 75, 70, on se rapproche des allures de footing. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, hein. C'est pareil, il y a un truc qui revient à la mode, le 80-20, avec l'endurance fondamentale 80%, mais bon, ça a toujours été comme ça, hein. On le découvre pas. On découvre pas aujourd'hui qu'il faut faire 80% sur des allures lentes, hein. Ça a toujours été comme ça. Et on ne redécouvre pas là-haut. Et donc, l'efficience, c'est quoi? C'est la vitesse de course, c'est l'objectif qu'on se fixe. Je veux courir un marathon en 3 heures. Bah, ma vitesse spécifique, c'est 14 à l'heure. Je veux courir un 100 km à 10 à l'heure, en 10 heures.
ma vitesse spécifique, c'est 10 km/h. Je veux courir à 10 km en 1 heure. Ma vitesse spécifique, c'est 10 km/h. C'est ça l'efficience, c'est la vitesse spécifique. Enfin, l'efficience se développe en courant à la vitesse spécifique. Et là encore, c'est le professeur Lacour qui a fait beaucoup d'études là-dessus et qui explique, qui a une phrase que je trouve magistrale, pardon, l'endurance n'est pas transférable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cours tout le temps en endurance fondamentale, à 10, 11, 12, peu importe, je vais être bon à cette vitesse-là. Mais je ne serai pas bon à 13 et je ne serai pas bon à 10. Et ça, une fois de plus, c'est pas Bruno Hubi qui s'est levé un matin en décidant ça. Regardez autour de vous, constatez par vous-même, si vous courez toujours à la même vitesse, vous aurez beaucoup de mal à courir 1 km/h plus vite et vous aurez beaucoup de mal aussi à courir 1 km/h plus vite. Parce que ce que j'aime aussi dire, j'aime bien les formules, courir lentement, ça prend. On pense qu'il faut apprendre à courir vite, mais courir lentement, ça prend aussi. Et là, j'en parle en connaissance de cause. Quand j'ai fait du 100 km et que je me suis lancé le défi de participer, de rentrer en équipe de France de 24 heures, on parlait de plaisir. Là, c'était mon défi, mais il y a pas de... J'avais jamais été un grand coureur de 100 bornes. Toujours meilleur que moi. Moi, j'ai fait partie d'une génération extraordinaire avec Pascal Fétizon, Jean-Marie Géhin, Thierry Guichard. Ils étaient tous dans les 3-4 meilleurs au monde. Donc, on a eu une génération extraordinaire. Si j'ai été champion du monde, c'est grâce à eux, hein. Faut pas se mentir. Et donc, voilà. Donc, ces grands champions avaient cette capacité. Donc, réunissaient en fait toutes les qualités possibles. Et donc, l'efficience, pour en revenir à ça, puisque c'est là-dessus qu'on est, c'est cette capacité à produire le moins d'énergie possible quand on se déplace, c'est elle qui va faire la différence en fait à qualité égale. Donc, pour courir, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que si votre objectif, donc moi quand je m'étais un peu perdu, hein, je reviens, moi quand j'ai décidé de passer du 100 km sur 24 heures, donc j'avais des champions bien meilleurs que moi et je me suis dit, là, moi peut-être que mon défi, ça pourrait être de faire les deux, faire du 100 km 24 heures. Tous ces gens-là n'ont pas fait le 24 heures. Ceux qui faisaient du 24 heures faisaient près de 100 bornes. Je me suis dit, ah tiens, parce que c'est l'ego qui parle là. Hein. Enfin, c'est très con, hein. C'est très con de se dire, je vais essayer de sélectionner dans les deux disciplines parce que les autres le font pas. C'est une manière un peu de se rattraper d'avoir été le meilleur dans son domaine. Et donc, mais moi, je courais à 15 à l'heure pendant 100 bornes, mais il fallait courir à 11 ou 12 à l'heure pendant 24 heures. Donc, pour moi, 11 ou 12 à l'heure, c'est des vitesses, je ne les connaissais même pas. Jamais je ne pourrais à 11 ou 12. Jamais. Quand je courais un footing, c'était mon allure 100 bornes. 15. Quand j'étais fatigué, c'était 14. 14. J'ai fait un 10 bornes à 14, à fond les ballons dimanche. Hein. Donc, c'est ça qui est drôle d'ailleurs. Donc voilà, donc apprendre à courir lentement, ça a été une vraie démarche que j'ai dû entreprendre. Et ça m'a servi. Parce que maintenant, quand j'entraîne des gens, je leur dis attention, courir lentement, ça prend. Donc l'efficience, c'est ça, c'est cette capacité à répéter l'allure spécifique. Le corps humain est tellement bien fait. J'ai beaucoup fait de comparaisons avec la voiture. Mais le corps humain, il est bien fait. On n'est pas des voitures, nous. La voiture, elle s'use. On s'en sert, comme une fameuse pub. Mais nous, le corps humain, il s'use pas. Et on le sait maintenant de plus en plus. Hein. Moi, quand j'ai fait du 100 bornes, on m'a dit que tu vas te fracasser. Maintenant, on a compris que non, c'est pas ça. Ce qui fracasse, c'est de ne rien faire. Faire, ça entretient. Le corps, il s'adapte à l'usage. Et donc, ça vient sans doute de nos ancêtres, hein, chasseurs-cueilleurs qui couraient du matin au soir. On a cette capacité, nous, les êtres humains, on n'est pas très bons par rapport aux autres animaux, mais on a cette capacité de pouvoir courir pendant des heures et des jours, de manière comme ça, presque. Il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants capables de. Et donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ben c'est en courant à vitesse spécifique qu'on améliore sa vitesse spécifique. Et les mécanismes qui se mettent en place de foulée, d'adaptation, qui font que si on répète une allure, on va être plus économe et on va donc dépenser moins d'énergie. Donc, courir précisément à la vitesse de course, à l'objectif qu'on se fixe, c'est pour moi, et c'est peut-être ça aussi qui se différencie des autres méthodes, que c'est la combinaison des trois qui fait fonctionner, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, bah, alors je vais courir là, mon objectif, c'est de courir à 12, alors je vais courir à 13, comme ça, je courir à 12, ça sera facile. Bah, non, ça marche pas comme ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui se lance, ça se constate, les gens qui vont courir avec avec un copain qui est plus lent, tiens, je vais t'accompagner sur une course, de toute façon, je cours plus vite, donc ça va être facile pour moi. Bah non, ils s'aperçoivent qu'au bout d'un certain temps, ils ont mal partout, ils ont mal aux jambes parce qu'ils sont pas adaptés à cette vitesse-là. Et ça, c'est pas scientifique, c'est du terrain, et on peut pas aller contre le terrain parce que le terrain, c'est la vérité. Et pour moi, insister sur cette notion d'efficience, c'est pas extrêmement scientifique, même si la science corrobore ça, c'est extrêmement pragmatique. Comment tu planifies tout ça au final? Parce que tu parlais de la fameuse méthode 80-20 qui est effectivement très très à la mode et qui est pas vraiment une découverte. Et est-ce que, parce que tu parles aussi des footings, est-ce que finalement on en revient un peu comme est la base, à savoir 2 à 3 séances, on va dire difficiles par semaine et tout le reste vraiment en footing à basse intensité? C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'aime bien la façon dont tu as dit les choses, parce que là où je me différencie peut-être un peu, mais le but, c'est pas de se différencier, je m'en fous. Mais c'est que 2 à 3 séances de qualité sur que moi, j'entraîne des gens qui s'entraînent 3 fois par semaine. Allez, on va dire mardi, jeudi, samedi ou mardi, jeudi, dimanche. Ils font souvent 3 séances de qualité. Alors que bien souvent, ce qu'on voit, c'est alors si tu t'entraînes 3 fois, tu vas faire une séance de qualité de footing. Euh, donc, et là, on n'est pas dans du 80-20. Parce que quelqu'un qui fait 3 séances par semaine, et là, j'entraîne quelqu'un en ce moment, fait, qui prépare un 10 km, il ne peut s'entraîner que 3 fois par semaine. Il a aucune séance vraiment, vraiment lente. Même si, quand on prend en compte l'échauffement, le retour au calme, les parties qui ne sont pas intenses dans la séance, on ne doit pas être loin des 80, des 80. Mais j'hésite pas, moi, à mettre 3 séances un peu qualitatives, quelqu'un qui s'entraîne 3 fois. Mais quelqu'un qui s'entraîne 6 fois, ben, il n'aura pas plus de 3, voire 4, et encore, c'est pas sûr, séances qualitatives. Donc, ce que tu as dit là, pour moi, c'est assez juste. Et quand je m'entraînais 8 fois ou 10 fois ou 14 fois, ben, il y avait, pour les 14 fois, il y avait 7 footings. Parce que c'est jamais 2 séances de qualité, par jour. Donc, Ah, tu fais pas la fameuse séance double seuil? ah, je la connais pas. Ah, bah, Ça va prendre quelque chose. La séance double seuil. t'as Ah non, la journée double seuil où tu fais du seuil le matin et du seuil le soir. C'est le truc qui est très à la mode en ce moment sur les réseaux. ah merde, j'ai pas vu ça, j'ai loupé. Bon, bah, D'accord, double seuil. Ok. je t'enverrai des trucs si tu veux. Oui, avec plaisir. Non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, j'adore hein, lire, regarder comme ça, c'est intéressant. Enfin, j'espère que ceux qui nous écoutent vont pas croire que je suis prétentieux. Moi, c'est pas parce que j'entraîne depuis 90, 35 ans, 34 ans, que je pense que je suis. Je sais pas, on en apprend tous les jours. Je n'entraîne pas maintenant comme j'entraînais il y a 2 ans, et j'espère que dans 2 ans, je n'entraînerai pas pareil. Donc, moi, c'est intéressant. Moi, ça me passionne. Hein. C'est super intéressant. On a le double seuil, pourquoi pas? Ça va être dur. Bah, Hein. j'aimerais venir sur la partie triathlon parce que j'ai vu qu'après tu t'étais mis au triathlon et Oui. tu t'es pas mis de main morte parce que finalement t'as commencé donc j'ai bien suivi l'histoire, tu coachais en entreprise et donc on t'a mis un peu au défi de le faire avec les employés que tu préparais. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, et après tu as fini donc sur ton site t'as tout le récit, tu as fait l'Embrunman aussi, Ouais. donc qui est qui est sans doute l'un des plus durs, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y a le Norseman qui est un peu plus dur, mais sinon c'est quand même costaud. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que j'ai vu que tu nageais comme une pierre un peu. Non, pas un peu. Ouais, j'ai vu que tu Comme une nageais. pierre. J'ai vu que tu n'avançais pas du tout. Non. Et donc je me suis dit, bah, comment tu t'es mis, comment tu as réussi à te motiver pour le triathlon, même si c'était un défi, voilà, par rapport à ton travail. Parce que là, c'était complètement différent de ce que tu avais toujours fait. Alors, à moins que tu aies fait beaucoup de vélo aussi en cachette pendant que tu courais, tout ça. Mais et en plus, tu t'es mis à faire ça alors que tu avais déjà plus de 55 ans, si je dis pas de conneries. 60, 60. 60 ans, ah ouais. Donc, tu vois, donc tu as appris, entre guillemets, à nager et à faire du vélo, autant que peut se faire à cet âge-là, à un âge tardif. Oui, c'est ça. Alors, pour la petite anecdote, mais parce que je pense que ça a un intérêt pour nos auditeurs, enfin, pour tes auditeurs, quand j'étais gamin, quand j'étais cadet, avant d'aller en sport-études, j'avais 2 licences. J'avais une licence course à pied et une licence vélo. C'était à la pédale Chalais. Mais à l'époque, c'est pas compatible les deux sports. C'est intéressant de dire ça parce que je pense que ça permet à ceux qui nous écoutent de voir un peu l'évolution. Pour ça, c'est hyper intéressant. Moi, quand j'avais 15 ans, on me disait que tu choisisses
parce que c'est pas compatible. Si tu fais du vélo, ça va pas aller avec la course à pied, et si tu fais la course à pied, ça va pas aller avec le vélo. Donc on ne faisait pas les deux, ce n'était pas envisageable. Donc j'étais pris en sport-études, le vélo, ben, il y avait du matos, ça coûtait un peu d'argent. Je me suis tourné vers la course à pied, mais j'étais pas mauvais en vélo. J'en ai fait 3-4 ans et je me débrouillais plutôt pas mal. Mais bon, je pense que c'est parce que j'ai un gros moteur. Je n'aurais jamais été professionnel non plus, hein, mais donc je me débrouillais plutôt pas mal. Mais effectivement, c'était interdit de faire les deux. Et après, quand on a parlé c'est Bernard Faure, à qui je fais un petit coucou aussi, qui a commencé à parler de l'entraînement croisé, de faire les deux. Moi, je m'entraînais qu'en course à pied et c'était pas du tout. C'était un peu à la mode. Alors Bernard, lui, c'était aussi VO2. C'était un peu à la mode dans les magazines, mais à haut niveau, personne ne faisait les deux. C'est-à-dire que les coureurs, ils couraient. C'était un peu de marketing, mais même les entraîneurs, même les athlètes que Bernard entraînait, qu'il connaît, ouais, il faisait que de la course à pied. Donc moi, je fais partie d'une génération où j'ai complètement arrêté le vélo, mais complètement, quoi. Je ne faisais plus jamais de vélo. Et donc je suis parti d'un niveau très, 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 très faible en vélo. Et ça me fait écho, quand je dis ça, ça me fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant, je me suis lancé sur 100 km parce que j'avais plus rien à perdre. Et ben, l'histoire du triathlon, c'est un peu la même chose. Moi, je disais toujours, on me disait, ah bah, tu vas faire du triathlon. Et moi, je disais toujours, non, non, bouffer du carrelage, franchement, c'est pas mon truc. Voilà, c'est ça Euh, ta phrase. Exactement, dans ton article, c'était ça. ah, et j'aime bien me moquer de moi comme ça. Enfin, vraiment, tu vois, ce qu'il faut ressortir de ça, c'est bah, tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de parler, parce que voilà, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que maintenant j'adore aller nager. J'avance toujours pas plus vite, ou à peine mieux, ou à peine, mais je vais nager encore 2-3 fois par semaine. J'adore ça et je bouffe du carnage maintenant et ça m'apporte aussi, mais à 64 ans, ça m'apporte d'autres choses, ça m'apporte une amélioration sur le plan des sensations, c'est bon pour la plasticité cérébrale. J'apprends, donc je progresse, donc c'est motivant. Et en fait, c'est ça qui a été un peu le moteur. C'est moi quand j'ai dû accepter de faire l'Alpha Ironman de Nice et que j'avais 10 mois pour le faire, mais j'étais pétri de peur. J'avais peur, mais vraiment peur, quoi. Et peut-être que inconsciemment, ce fait d'avoir peur comme ça et comme j'aime bien faire les choses, je me suis vraiment bien préparé, un peu comme l'agrégation où j'ai jamais autant bossé de ma vie. Mais là, je me suis vraiment beaucoup entraîné parce que je pense que j'avais vraiment très peur de pas y arriver, très peur d'être éliminé en natation. Et donc, euh, et donc, c'est aussi un lien qu'on peut faire avec la motivation qu'on a pour les choses. Quand les choses sont nouvelles, quand les choses on les découvre, quand on a un peu le couteau sur la gorge, ben, on est capable de déployer des forces et une énergie incroyable pour s'entraîner. Donc, j'ai vraiment bossé, beaucoup bossé. Ouais, j'allais nager et Dieu sait que l'eau ne m'aime pas et je ne progresse pas beaucoup. Enfin, par rapport à ce que je m'entraîne, mais je me dis toujours, et ça, c'est peut-être le fait d'avoir été athlète de haut niveau, je me dis, mais si je ne le fais pas, ça sera pire. Donc, je vois bien autour de moi des gens qui disent, waouh, moi, je m'en fous, je nage pas, ça me saoule, j'aime pas ça. Je nagerai deux pas quoi avant l'épreuve et puis ça suffira. De toute façon, je suis mauvais, je resterai mauvais. Moi, j'ai plutôt l'idée de me dire, bah, je suis mauvais, mais je vais essayer d'être moins mauvais. Et je nage, voilà, j'aime bien me préparer, j'aime bien faire les choses. Et donc, du coup, je suis capable de faire des volumes d'entraînement assez colossaux. Pour l'Ambraman, je suis allé repérer le parcours, je l'ai fait dans tous les sens pour bien le mémoriser, pour bien savoir où je mettais les pieds et les pédales et les roues. Et donc, je me suis vraiment préparé pour cet objectif avec beaucoup, beaucoup d'assiduité. Quand on était sur place les 3 jours précédents, j'allais nager à 6 heures du matin, c'est-à-dire que j'allais nager dans le lac à l'heure à laquelle on allait prendre le départ. Parce que nager dans un lac à 6 heures du matin, c'est pas évident, surtout quand il y a des milliers de participants, qu'on n'y voit rien et qu'on ne sait pas nager. Donc, ouais, je me suis vraiment bien préparé et bah, j'ai été récompensé parce que je suis allé au bout dans un temps pas trop mal et c'était une belle satisfaction. Et du coup, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, t'as répondu. En fait, je voulais savoir un peu l'histoire, même si tu as fait des super articles sur ton site sur le sujet où tu racontes vraiment bien tes aventures. Donc, c'était pour faire un peu écho à ça. Je vois que le temps tourne et il y a une dernière partie que je voulais aborder avec toi. J'ai vu que tu organisais des stages. Tu appelles ça aussi stage en ligne, mais tu fais aussi une formation en ligne. J'ai vu ça que tu faisais. Tu as écrit plusieurs bouquins, donc si je ne dis pas de conneries, tu en es à 4 ou 5 aussi. Euh, Tu coaches également.
Euh, Comment on fait aujourd'hui? Est-ce que tu as, par exemple, si quelqu'un entend le podcast et se dit, bah là, j'aimerais bien être coaché par Bruno, est-ce que c'est possible aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une liste d'attente? Comment ça fonctionne un peu tout ça? Alors, il y a une liste d'attente. Enfin, en fait, j'ai ce privilège d'avoir le choix et d'être relativement sollicité. Donc, euh, moi, pendant 42 ans, j'ai enseigné à des gens qui n'avaient pas le choix. Donc, on leur disait d'aller en cours, C'est on leur bien. demandait pas leur avis. Donc, il fallait, j'étais passionné par mon métier, donc j'essayais de faire en sorte que tous ceux qui venaient, de toute façon, c'est comme ça qu'on nous apprend à faire, hein, quand on passe l'application. On disait, vous avez 20, 25, 30 élèves, ils doivent tous avoir une bonne raison de venir dans votre cours. Tous. Et quand ils sont partis, ils doivent tous avoir appris quelque chose. Et là, wow, c'est un beau challenge, je veux dire. Là, la grande, la petite, la blonde, la brune, le sportif, non sportif, tous qu'ils ont envie de venir dans mon cours, tous. Il faut tous qu'ils aient appris quelque chose. Ça, c'est un challenge incroyable. Maintenant, c'est l'inverse. Je n'ai que des gens hyper motivés qui ont choisi de venir, qui payent pour ça. Et donc, j'ai effectivement cette possibilité de pouvoir choisir et de mettre en place une liste d'attente. Sauf que c'est un peu contraire à ma philosophie. Moi, si je fais tout ça, si j'ai lancé mon entreprise en 2010, c'est parce que ce sport, le sport m'a tellement apporté dans la vie et m'apporte tellement que j'ai envie de le partager. Alors, ça paraît un peu toujours. Enfin, moi, quand j'entends quelqu'un dire ça, je me dis ah ouais, je fais de la politique parce que j'aime mon pays. Bon, hein, quand ils disent ça, je dis. Pff. Et là, c'est pareil. Ce que je dis, moi, j'ai envie de rendre à mon sport tout ce qui m'a apporté. Mais je suis sincère quand je dis ça. Je suis à la retraite maintenant, j'ai pas besoin de travailler. Donc, et même si la retraite de l'éducation nationale n'est pas monstrueuse, mais j'ai pas beaucoup de besoin. Donc, en fait, pour être plus sérieux, j'ai vraiment envie de rendre. Et moi, tous les freins qu'on m'a mis en me disant non, tu fais pas de 100 km, tu vas te tuer, ou non, non, bah, le triathlon, tu sais pas nager. Moi, j'ai envie que si Bruno Hubi peut permettre aux gens de franchir le pas, de leur donner confiance, de se lancer, je suis le plus heureux des hommes. Et il n'y a pas de meilleur remerciement que quelqu'un qui a franchi la ligne et qui est heureux. Donc, je dis rarement non. Et, euh, et je pars du principe que si je dis oui, ben, je me lève à 6 heures du matin pour bosser s'il faut. Je travaille samedi, dimanche s'il faut. Voilà, si je m'engage, je le fais. Et c'est souvent des beaux projets, des gens qui s'adressent à moi. Peut-être parce que justement, il y a tous ces freins de se dire, bah, bon, lui, il n'entraîne que des bons, donc je ne m'adresse pas à lui. Il faut payer, donc bah, sur Internet, tout est gratuit, je vais prendre du gratuit. Donc, du coup, j'ai cette chance, ce privilège. Ça trie, hein, c'est pas bien de dire ça, mais et du coup, c'est rare qu'un projet ne m'intéresse pas. Les gens, quand ils me proposent des trucs, c'est toujours excitant de se dire, ah, je vais les accompagner, je vais les aider à faire ce qu'ils pensent impossible. Et donc, c'est 99 fois sur 100, c'est oui. Et puis, je me lance dans le projet. Et en plus, à chaque fois, on part d'une page blanche. C'est toujours différent. C'est jamais la même personne. Moi, je fais des plans sur mesure, personnalisés. Donc, c'est jamais la même personne. C'est même pour, souvent, j'ai un peu beaucoup de demandes au moment des 100 km de Millau, mais il n'y a pas une personne qui se ressemble. Donc, c'est, même s'il y a, effectivement, je refais pas un plan d'entraînement différent à chaque fois. Il y a toujours ce triptyque, mais les aménagements sont différents, les objectifs sont différents. Et là, du coup, je me retrouve, c'est pas mes élèves, hein, j'ai horreur de ce terme-là. C'est pas mes athlètes non plus, j'ai horreur du possessif. Mais les gens qui s'adressent à moi, c'est à chaque fois passionnant. C'est une histoire qui est nouvelle. Et donc, du coup, moi, je me régale. Il y a de l'humain. Enfin, franchement, c'est un métier incroyable. Hein, moi, j'adore ça. Hein. Et bah super, Bruno. Et j'arrive au bout de mes questions. Avant de finir, je voulais dire plusieurs choses. La première, c'est de remercier Seb, qui m'a donné le lien de ton site, avec qui je fais du kayak de temps en temps. Et j'avais déjà vu ton nom passer, je pense, quand j'étais gamin, parce que ton nom me disait quelque chose. Et donc, j'ai dévoré ton site, que j'invite vraiment tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont été passionnés, à les dévorer. Vraiment, les articles sont super, tout est bien clair. Et par rapport à ce que tu dis, tu as aussi des exemples de programmes gratuits. Tu en as mis pas mal sur le site. Donc, il y en a vraiment beaucoup, avec justement ta méthode champenoise. Je voulais faire un coucou aussi à ta nièce Amarande, qui, quand je t'ai partagé, était super contente. Et enfin, donc il y a ton site brunoheuby.com. C'est là. Est-ce que c'est là où tu es le plus actif? J'ai vu que tu avais également une chaîne YouTube, tu avais un petit compte Instagram où tu partageais aussi des choses. C'est où le plus simple pour te suivre un peu ton actualité ou tes réflexions? Oui, l'actualité et les réflexions, c'est beaucoup sur Facebook. Voilà, je suis un vieux, donc j'utilise Facebook. Donc c'est à ton nom Facebook, c'est Bruno Heuby directement? Ouais, c'est ça. Il y a deux comptes. Il y a un compte perso, Bruno Hubi, donc là où je partage juste un peu personnel.
Et puis un compte un peu plus pro qui s'appelle Bruno Hubi Conseil, où là, j'essaye de rester quand même dans quelque chose d'un un peu plus professionnel. Après, c'est vrai que la chaîne YouTube, il y a énormément de contenu, parce que c'est un bon moyen aussi de partager. J'ai fait pas mal de vidéos, des petites capsules de podcasts, et puis les articles sur le site, pareil, c'est pour partager aux gens, c'est pour voilà ceux qui veulent savoir ce que c'est que l'EMA, la VMA, ils tapent VMA Hubi, Bruno Hubi sur Internet, Google est notre ami, il suffit de taper Bruno Hubi, hein, H-E-U-B-I sur Internet, sur un moteur de recherche, et puis on va tomber sur le site, on va tomber sur la chaîne YouTube. Tout ça, pour moi, c'est prétexte à partager. Les plans gratuits, ben voilà, si ça permet de mettre le pied à l'étrier aux gens qui n'ont pas envie d'investir dans un plan payant, il y a tous les plans gratuits. Et puis, voilà, c'est pas parce que c'est du gratuit que ça vaut rien. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, en général, le gratuit, ça vaut rien. Non, mes plans, ils sont bien expliqués. Il y a tous les détails. J'ai pas fait ça à la va-vite. Donc ouais, on peut trouver pas mal d'infos. J'ai vu aussi que tu intervenais régulièrement dans le podcast À côté de mes pompes. Est-ce que tu as une rubrique en fait régulière dans ce podcast? C'est ça. Avec avec Sébastien Martin, on a fait la capsule L'œil du coach. Donc, on traite des questions, mais vraiment, l'idée, c'est d'être très succinct, très court, 10, 20 minutes grand maximum. On va traiter d'un thème bien précis et puis on va direct à l'essentiel. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas voilà, je raconte pas ma vie. J'essaye de rester concentré sur le sujet et c'est un très bel exercice d'ailleurs en 10 minutes de couvrir tout le champ d'une question. Et là, pareil, donc sur le podcast À côté de mes pompes ou sur ma chaîne YouTube, toutes les capsules sont déclinées en MP4 pour pouvoir être écoutées. Donc l'idée, c'est aussi d'augmenter l'audience. Hein. Il y a des gens qui sont sur YouTube, qui sont pas forcément sur Spotify ou sur je sais pas quoi, Apple Store ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc et qui peuvent aussi avoir accès à ces capsules par le biais de YouTube, qui est quand même aussi une chaîne, un média très important et très influent et très utilisé. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno de ton temps. C'était passionnant pour moi, vraiment. J'avais tout dévoré le site, donc je voulais vraiment faire un podcast avec toi. Je pense que ceux qui m'écoutent seront aussi contents d'avoir entendu tout ça et que ça les poussera à la réflexion. En tout cas, je réinvite encore une fois tous ceux qui ont écouté à aller lire ton site, où il y a vraiment plein d'articles et en plus, tu as un bon style d'écriture, donc c'est assez rare pour être souligné. Hein. Il y en a beaucoup qui écrivent mal. Mais toi, t'écris bien. On voit que ça sent la vie, ça sent l'expérience comme j'aime. Donc voilà. Donc, merci encore Bruno de ton temps. Et puis c'était super pour moi. Eh bien, merci de ton invitation. C'était un plaisir aussi de mon côté. Super. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.